C'est tentant d'imaginer le Moyen-Âge comme un défilé lugubre de moines couverts de boue, de peste et de pommes de terre. Mais sous toute cette laine et ce désespoir, il y avait des gens normaux, imparfaits, qui expérimentaient et qui parfois regardaient un truc bizarre et se disaient « Bon, on va voir ce qui se passe si je bois ça avec du vin chaud. » Et pour être honnête, qui pourrait leur en vouloir? Il n'y avait pas d'électricité, pas de café, pas d'antidépresseurs, et le divertissement local consistait soit à regarder un mec essayer de lire, soit à se demander combien de temps ton voisin allait pouvoir continuer à danser avant de s'effondrer à cause d'un empoisonnement à l'ergot. Alors si quelqu'un te disait qu'il y avait un champignon qui te faisait oublier le système féodal pendant quelques heures, tu le mâcherais probablement aussi. Contrairement aux idées reçues, le concept d'utiliser des substances pour élargir l'esprit, échapper à la douleur, ou simplement rendre sa journée un peu moins horrible n'était pas rare. C'était intégré à la culture. Mais on n'appelait pas ça se défoncer. Il n'y avait pas de duo de stoners médiévaux qui rigolaient derrière les meules de foin. On utilisait des termes comme l'état visionnaire, inspiration divine, soulagement de la douleur, ou dans les cas extrêmes, aïe. Les médecins utilisaient des herbes, les moines les cultivaient, les sorcières, selon qui tu demandais, les appliquaient, et presque tout le monde rencontrait ces substances sous une forme ou une autre, que ce soit par le biais de la médecine, des rituels, ou de la consommation accidentelle de pain moisi. Encore une fois, la gamme des substances intoxicantes médiévales ne se limitait pas à une chope de bière tiède, même si ça aidait. Il y avait des racines qui hurlaient, des fleurs qui brouillaient la vue, des graines qui induisaient des rêves prophétiques, et des pommades qui faisaient croire aux gens qu'ils volaient nus dans le ciel avec l'équipe de traiteurs de Satan. Se défoncer n'était pas forcément récréatif. C'était médicinal, spirituel, ou parfois juste un très mauvais jugement sur un estomac vide. Et selon ton rang social, ça pouvait être livré par un barbier, une nonne, ou un paysan aux pieds nus nommé Wolf qui l'avait appris d'un écureuil très sage. Dans le monde médiéval, tu n'avais pas besoin d'une ruelle sombre ou d'un club VIP pour te procurer des substances altérant l'esprit. Tout ce dont tu avais besoin, c'était un jardin, un mortier et un pilon, et un vague mépris pour le dosage. Parce qu'à cette époque, la nature était le dealer, et elle n'était pas toujours tendre. L'Europe médiévale regorgeait de plantes, de racines, de champignons et de résines qui pouvaient soit guérir ton mal de tête, soit te faire croire que tu avais épousé un arbre. La frontière entre la médecine et le trip mystique était, disons, interprétée artistiquement. Les médecins, les moines, les sages-femmes et les herboristes itinérants ont tous tâté à la botanique, avec des niveaux de formation et d'enthousiasme variables. Si tu voulais quelque chose pour t'assommer, calmer tes nerfs, ou te faire voir Dieu dans ta soupe, ils avaient des options. Prends la jusquiame par exemple. Cette plante était comme la version naturelle de la roulette russe. Correctement préparée, elle soulageait la douleur et provoquait le sommeil. Incorrectement préparée, elle te présentait à tout un nouvel ensemble de problèmes, comme des convulsions et une forte envie d'enlever tes chaussures tout en courant dans les bois en hurlant. Ou la mandragore. La racine a une forme vaguement humaine. La légende dit qu'elle crie quand on l'arrache du sol, un bruit si mortel qu'il pouvait tuer un homme. Ça n'empêchait pas les gens de la déterrer quand même, généralement en l'attachant à un chien et en se tenant loin. Ingérer de la mandragore pouvait induire l'inconscience, des visions, et si t'as de la chance, des rêves prophétiques. Si t'as pas de chance, tu n'auras plus besoin d'herbe. Et puis il y avait la belladone, aussi connue sous le nom de morel mortel, qui est exactement le genre de nom qui hurle peut-être pas. Elle était utilisée pour dilater les pupilles pour la beauté, mais aussi pour traiter la douleur, provoquer des hallucinations, et occasionnellement la mort. L'auto-soin médiéval était une affaire audacieuse. Ces herbes étaient souvent combinées dans des thés, des teintures, des huiles, ou ces fameuses pommades volantes dont on parlera bientôt. Et elles n'étaient pas toujours consommées volontairement. Parfois, elles étaient appliquées lors de cérémonies religieuses, de procédures médicales, ou par un apothicaire bien intentionné qui pensait qu'un peu plus de racines ne pouvait pas faire de mal. Mais ça pouvait faire mal. Ah, la jusquiame, l'équivalent médiéval de « voyons ce que ce bouton fait ». Connu des botanistes sous le nom de Yosiamus Niger et de tout le monde sous le nom de le truc qui a fait croire à tonton Bernard qu'il était un canard, la jusquiame était un incontournable de la pharmacie officieuse du Moyen-Âge, utilisée dans toute l'Europe pendant des siècles. La jusquiame n'était pas juste une plante occasionnelle. C'était une ambiance. Les moines consignaient ses propriétés dans des herbiers, les médecins l'utilisaient pour atténuer la douleur, les sorcières l'utilisaient pour chevaucher des balais à travers leur imagination, et les paysans espéraient surtout ne pas en manger par accident. Alors, qu'est-ce que la jusquiame faisait exactement?
Eh bien, ça dépend. À petite dose, elle agissait comme un sédatif. Elle pouvait soulager les maux de dents, aider à lutter contre l'insomnie et rendre l'accouchement un peu moins traumatisant. En d'autres termes, c'était la version médiévale de « prends en deux et essaie de ne pas crier ». Mais à des doses plus importantes, ou juste au mauvais moment, la jusquiame pouvait provoquer un délire, des hallucinations, une agitation sauvage, et dans certains cas, une conversation sincère avec un navet que tu prenais pour ta grand-mère décédée. Elle contient de la scopolamine et de l'hyoscyamine, qui interfèrent avec les neurotransmetteurs dans le cerveau. Pour le dire de manière non scientifique, ton cerveau médiéval devient bizarre rapidement. Des distorsions visuelles, une désorientation, une sécheresse de la bouche, une soif extrême et des accès spontanés de danse d'interprétation étaient tous au menu. La jusquiame était souvent fumée, infusée dans des thés, ou même combinée avec de la graisse et étalée sur la peau, une méthode d'administration populaire pour quiconque n'aimait pas que sa conscience soit organisée de manière linéaire. Maintenant, était-ce légal? Techniquement, oui. Les substances contrôlées n'existaient pas encore. Mais c'était controversé, surtout avec l'Église. Tout ce qui altérait la perception était suspect. Les visions étaient censées venir des saints, pas des arbustes. Pourtant, la jusquiame avait des fans parmi les guérisseurs, les mystiques et les gens qui n'avaient rien à perdre. Elle s'est même retrouvée dans des recettes de bière avant d'être interdite au profit d'additifs plus sûrs comme le houblon. Peu de plantes dans le monde médiéval étaient aussi craintes, vénérées et dramatiquement incomprises que la mandragore, une racine si puissante et bizarrement de forme humaine qu'elle a suscité un mélange de botanique, de folklore et de pure panique. Botaniquement connue sous le nom de Mandragora officinarum, la mandragore était associée au sommeil, aux hallucinations, à la fertilité et à une forte probabilité de vision mystique ou de se réveiller dans un fossé à côté d'une chèvre confuse. Quoi qu'il en soit, quelque chose se passait. Les herboristes médiévaux croyaient que la racine, qui ressemblait souvent à une figurine humaine trapue et tordue, contenait de puissantes propriétés magiques et médicinales. C'était un sédatif, un anesthésique, un aphrodisiaque et, selon certains, un conduit vers des rêves prophétiques. Tu pouvais la faire bouillir dans du vin pour calmer la douleur, ou tu pouvais inhaler ses fumées et remettre immédiatement en question toutes tes décisions de vie. Mais la vraie célébrité de la mandragore venait de sa prétendue habitude de crier lorsqu'elle était déracinée. Oui, crier, comme dans « Ne me sors pas de la terre où tu mourras à cause du bruit ». Les textes médiévaux avertissaient que le simple fait d'entendre le cri de la mandragore pouvait tuer un homme, ce qui a naturellement conduit à des techniques de récolte créatives. La plus célèbre consistait à attacher la racine à un chien, à s'éloigner et à laisser le pauvre animal faire le sale boulot. On supposait que le chien mourrait à ta place, un plan qui soulève quelques drapeaux rouges éthiques, même selon les normes médiévales. Une fois récolté et le chien dûment pleuré, la mandragore pouvait être séchée, réduite en poudre, trempée ou portée comme un charme. Certaines personnes portaient même de minuscules figurines de mandragore dans des pochettes pour éloigner le mal ou favoriser la fertilité, parce que rien ne dit plus romance qu'une racine momifiée qui a l'air d'en avoir vu des choses. L'Église n'aimait évidemment pas la mandragore. Tout ce qui provoquait des visions et n'était pas lié à la religion organisée était traité comme de la sorcellerie. Pourtant, les moines ont consigné des recettes de mandragore dans des herbiers avec des instructions étrangement détaillées. Utilisée correctement, la mandragore pouvait atténuer la douleur avant une opération chirurgicale, traiter l'insomnie et créer des rêves vifs et tripants. Utilisée incorrectement, elle pouvait provoquer des vomissements, une perte de conscience ou une mise en scène d'exorcisme par ta famille parce que tu pensais que ta soupe chuchotait. Disons que tu étais une noble médiévale espérant attirer l'attention lors d'un festin. Tu pouvais porter ton plus beau lin, tu pouvais tresser des fleurs dans tes cheveux, ou si tu étais vraiment sérieuse, tu pouvais verser du poison littéral dans tes yeux. Entre la belladone, aussi connue sous le nom d'Atropa belladonna, ou plus honnêtement, la morelle mortelle. Le nom seul sonne comme un boss final dans un RPG médiéval, et oui, elle était à la fois séduisante et mortelle, l'équivalent botanique d'un ex séduisant mais instable. Le nom belladone signifie de belle dame parce que lorsque quelques gouttes de son extrait étaient ajoutées aux yeux, elle dilatait les pupilles. Les yeux larges étaient considérés comme attrayants, mystérieux et peut-être même un peu sains. Bien sûr, l'inconvénient était une vision floue, une sensibilité à la lumière et l'occasionnelle mort involontaire, mais bon, les normes de beauté n'ont jamais été particulièrement indulgentes. Mis à part les cosmétiques, la belladone avait d'autres talents. Elle était utilisée comme analgésique, somnifère et occasionnellement comme sérum de vérité, bien que la vérité qu'elle produisait était souvent du genre le plafond dégouline de prières latines. La plante contient de l'atropine et de la scopolamine,
qui dérègle le système nerveux de manière allant d'un léger trip à pourquoi le papier peint vibre-t-il? C'était un ingrédient commun dans les potions, les pommades volantes et certaines procédures médicales très douteuses. Tu veux engourdir un patient avant de scier un membre? Belladone. Tu veux simuler un sommeil quasi mortel à des fins théâtrales ou suspectes? Belladone. Tu veux rencontrer accidentellement quelques saints et peut-être le diable dans tes rêves. Tu as compris l'idée. Et pourtant, malgré sa toxicité, la belladone faisait partie de la boîte à outils médicale médiévale. Les médecins l'utilisaient avec soin, ou de manière imprudente, selon la gravité de la peste cette semaine-là, et elle apparaît dans les herbiers, les recettes et les charmes d'amour à travers l'Europe. Avant que les comestibles modernes n'arrivent dans des emballages discrets et des saveurs fruitées, les gens du Moyen-Âge étaient déjà inventifs, mais pas avec du chocolat. Au lieu de cela, ils comptaient sur les pommades, les baumes, les teintures et les potions. Et soyons clairs, le mot pommade n'inspire rarement confiance, surtout quand il contient des ingrédients comme la belladone, de la graisse de chat noir et une quantité douteuse de ciguë remuée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sous une pleine lune. Bienvenue dans le monde des systèmes d'administration transdermiques médiévaux, ou en termes simples, frotter une pâte bizarre sur ta peau et espérer le meilleur. Ces concoctions n'étaient pas faites pour un trip de week-end décontracté. Beaucoup étaient liés à des rituels, à la médecine populaire et à des expériences spirituelles. Elles pouvaient t'assommer, t'envoyer dans des transes extatiques ou, si elles étaient mal utilisées, te faire croire que tu étais en train de te transformer en lézard. L'application était souvent topique, ce qui semble plus sûr jusqu'à ce que tu apprennes que les points d'absorption préférés étaient les membranes muqueuses. Oui, ces membranes. Les infâmes pommades volantes associées aux sorcières, un charmant mélange de jusquiame, de mandragore, de belladone et de graisse de porc souvent appliquée sur, disons, des zones intimes. Le but, une sensation euphorique de voler. Le résultat, soit un voyage astral transcendantal, soit se réveiller dans une meule de foin avec la moitié de tes dents et aucun souvenir de comment tu es arrivé là. Au-delà des onguents, les potions médiévales étaient souvent consommées dans du vin, du bouillon ou un liquide qui sentait le regret. Les apothicaires aimaient mélanger de l'extrait de pavot avec du vin épicé, un combo assez fort pour t'engourdir pendant une opération ou te donner une place au premier rang à une révélation divine que tu n'avais pas demandée. Et n'oublions pas les élixirs vendus par des charlatans itinérants. Ces pharmaciens ambulants promettaient de tout guérir, du chagrin d'amour à la peste, en utilisant souvent des recettes qui pouvaient aussi dissoudre une chaussure. Fonctionnait-il? Peut-être, ou peut-être qu'il te faisait juste oublier ce qui n'allait pas en premier lieu. La magie de ces comestibles médiévaux était que personne ne pouvait vraiment prédire le résultat. Allais-tu dormir paisiblement, communier avec des anges ou crier à la lune et jurer une loyauté éternelle à un navet? Une seule façon de le savoir. Parlons du balai, cet emblématique compagnon aérien de la sorcière médiévale. Il peut sembler désuet maintenant, un truc de conte de fées et de costumes d'Halloween, mais à l'époque, il venait avec une histoire scandaleusement embarrassante. Spoiler, le balai ne servait pas seulement à balayer. La connexion entre les sorcières et les balais a en fait des racines chimiques, et non, pas seulement la mandragore. Les archives historiques, en particulier celles écrites par des inquisiteurs suspicieux, décrivent les sorcières utilisant des pommades volantes, d'épaisses salves induisant la transe à base de plantes comme la jusquiame, la belladone et le datura, qui sont à peu près aussi sympathiques qu'un porc-épic ivre. Mais voici le hic, ces pommades n'étaient pas prises par voie orale. Pourquoi? Parce que les ingrédients étaient toxiques et les estomacs sont notoirement ingrats. Au lieu de cela, elles étaient appliquées localement, et par localement, nous entendons les membranes muqueuses, et par membranes muqueuses, nous entendons oui, exactement ce à quoi tu penses. D'où le balai, ou comme certaines sources l'ont délicatement formulé, un bâton oin pour le transport. Le manche était utilisé comme véhicule pour appliquer la pommade sur les zones à forte absorption. Pas vraiment PG, mais très efficace. En quelques minutes, les utilisateurs ont rapporté des visions de voler dans le ciel nocturne, d'assister à des festins avec le diable ou simplement de planer au-dessus du village comme le drone le plus confus du monde. Bien sûr, ce n'était que des hallucinations, mais à une époque où la médecine, la magie et le mysticisme partageaient un lit superposé, personne ne se posait trop de questions. Les inquisiteurs et les théologiens ont pris note, bien sûr, pas parce qu'ils étaient intéressés par la pharmacologie, mais parce qu'ils voyaient le vol comme une preuve de commerce avec des démons, ce qui est ironique étant donné que les hallucinations étaient induites chimiquement et profondément peu fiables. Mais quand la justice médiévale a-t-elle jamais eu besoin de preuves? Alors que l'Europe médiévale était occupée à appliquer du poison sur des balais et à appeler ça du voyage aérien, quelque chose de bien plus sophistiqué se passait au sud et à l'est,
dans les villes florissantes de l'âge d'or islamique. Entre le haschish, la réponse végétale à la peur existentielle et au trafic de chameaux. Dérivé de la résine de cannabis, le haschish était largement utilisé dans des régions comme la Perse, l'Égypte et le Levant. Et contrairement à l'approche européenne du « frotte-ça sur ton cou » des rencontres Satan, les érudits islamiques, les mystiques et les médecins ont en fait documenté ces effets avec un niveau de détail qui suggère des tests sur le terrain. Le haschish était souvent consommé par voie orale, généralement mélangé à du miel, des épices ou d'autres herbes, ce qui en fait le premier comestible à avoir réellement bon goût, contrairement à la tradition européenne médiévale des thés amers et des choses qui sentaient les chaussettes moisies. Son utilisation n'était pas seulement récréative, même si oui, c'est absolument arrivé. Le haschish était souvent lié au soufisme, la branche mystique de l'islam où les pratiquants cherchaient l'union spirituelle avec le divin. On croyait que le haschish aidait à dissoudre l'ego, à éclaircir l'esprit et à initier une contemplation profonde, ou au moins à encourager de longs regards pensifs sur les murs. En fait, de nombreux poètes et philosophes soufis parlaient du haschish comme les auteurs-compositeurs modernes parlent des mauvaises ruptures, avec une émotion intense, des métaphores abstraites et juste assez de brouillard pour te faire te demander s'ils allaient bien. Bien sûr, tout le monde n'était pas fan. De nombreux dirigeants islamiques ont essayé d'interdire périodiquement l'utilisation du haschish, craignant qu'il ne conduise à la paresse, à la décadence morale ou à ce que les gens gloussent trop pendant la prière. Mais comme la plupart des interdictions de substances dans l'histoire, cela a eu à peu près le même taux de réussite que d'apprendre à un chat à jongler. On disait même que les légendaires Achachins, les assassins originaux, utilisaient le haschish avant les missions pour se mettre dans l'état d'esprit approprié pour poignarder. Ces affirmations sont surtout un mythe, mais c'est un excellent exemple de la façon dont le cannabis. Les produits étaient déjà enveloppés de mystère et de suspicion. Pendant ce temps, l'Europe était à des siècles de comprendre comment utiliser le cannabis sans immédiatement mettre le feu à quelque chose ou l'appeler l'herbe du diable. Quand tu imagines une église médiévale, tu pourrais voir des vitraux, des bougies scintillantes, des chants solennels et ce nuage épais, presque d'un autre monde, dansant flottant dans l'air comme la machine à brouillard personnelle de Dieu. Mais l'encens ne concernait pas seulement la sainteté, il avait aussi un petit quelque chose de plus, un potentiel psychoactif. Commençons par les deux poids lourds, l'encens et la myrrhe, tous deux des substances résineuses importées de la péninsule arabique et d'Afrique de l'Est, brûlées dans les églises, les temples et les cours royales. Elles étaient censées purifier l'air, éloigner les mauvais esprits et faire en sorte que tout sente un peu moins la laine non lavée et le ragoût de poisson. Mais voici le truc, des études modernes ont montré que la combustion d'encens libère des composés, en particulier de l'acétate d'insensol, qui peuvent affecter le système limbique du cerveau. Traduction, si tu restais assis dans assez de fumée, le chant grégorien n'était pas la seule chose qui te donnait l'impression d'avoir la tête qui flotte. Dans les chapelles médiévales mal ventilées, c'est-à-dire toutes, une exposition prolongée à l'encens pouvait provoquer un léger effet tranquillisant, surtout si elle était associée au jeûne, à la déshydratation ou à un ennui extrême. Il n'était pas rare que des moines ou des dévots signalent des visions pendant les longues messes, et bien qu'ils aient souvent attribué cela à l'inspiration divine, il est possible que certains soient juste légèrement défoncés par les fumées de résine. Et si tu penses que cela se limitait aux espaces chrétiens, détrompe-toi. L'encens était un élément commun dans les mosquées, les synagogues, les temples bouddhistes et même les rites païens pré-chrétiens. Il transcendait la religion, tout le monde aime une bonne ambiance apparemment. Les clercs insistaient sur le fait que l'encens aidait à élever l'âme vers le ciel. En réalité, il se peut qu'il ait juste adouci les bords de la réalité suffisamment pour rendre les sermons de 5 heures un peu plus tolérables. Pense à ça comme l'équivalent médiéval de mettre des beats lo-fi et d'allumer une bougie parfumée, mais avec plus de latin et moins de chill. S'il y avait une chose sur laquelle les gens du Moyen-Âge pouvaient compter en plus des impôts et de la peste occasionnelle, c'était l'alcool. Bière, ale, vin, cidre, tu peux en nommer, quelqu'un était en train de le brasser dans un tonneau en bois derrière sa maison et de l'appeler médicament. Et d'une certaine manière, c'en était un. L'eau n'était pas exactement potable. La plupart des sources naturelles étaient soit contaminées, soit situées en aval du bétail, ce qui signifiait que siroter dans un ruisseau revenait à jouer à la roulette intestinale. Alors, les gens se tournaient vers quelque chose d'un peu plus fermenté. Entre la petite bière, la version médiévale de l'eau, mais avec de l'alcool et une chance beaucoup plus élevée d'être brassé par quelqu'un nommé Édith qui mesurait les ingrédients par intuition et par prière. Cette boisson à faible teneur en alcool était consommée quotidiennement par les adultes et les enfants, non pas pour se saouler, mais pour rester en vie avec un léger buzz et une hydratation régulière. Bien sûr, tout l'alcool médiéval n'était pas aussi inoffensif. Si tu étais plus riche ou si tu avais simplement moins de projets pour la journée, tu pouvais opter pour une ale plus forte,
de l'hydromel ou du vin importé. Et oui, le vin était souvent mélangé à des herbes ou des épices, soit pour la saveur, soit pour un effet médicinal, soit juste pour voir ce qui se passait. Dans les monastères, brasser de la bière était pratiquement un devoir sacré. Les moines perfectionnaient les recettes, documentaient les méthodes de fermentation et goûtaient les résultats, souvent avec beaucoup d'enthousiasme. Si le salut venait par pinte, les bénédictins étaient bien en avance sur le peloton. Mais l'alcool n'était pas seulement une boisson, c'était un amplificateur de style de vie. Tu veux atténuer la douleur de la dentisterie médiévale? Ale. Tu veux soigner la mélancolie? Vin épicé. Tu veux oublier que tu vis dans une hutte mal ventilée avec 6 autres personnes et un poulet extrêmement critique? Hydromel. Les tavernes, les auberges et les débits de bière en bord de route servaient de cabinets de thérapie médiévaux, seulement avec plus de cris. Les gens buvaient pour célébrer, pleurer, bavarder et parfois inventer des styles de danse entièrement nouveaux que personne n'avait demandé. Parfois, se défoncer au Moyen-Âge n'était pas une décision, c'était juste le petit déjeuner. Entre l'ergot, un champignon parasite qui pousse sur le seigle et autres céréales. Pour l'œil médiéval non averti, il ressemblait à un grain noirci légèrement bizarre. Pour le scientifique moderne, c'est une blague biologique avec des effets secondaires qui se lisent comme une malédiction médiévale, convulsions, hallucinations, membres en feu et parfois la sensation que tes mains se sont transformées en araignées. Ce champignon était l'ingrédient accidentel de ce que certains historiens appellent le trip de LSD original. Des siècles avant l'été de l'amour, Woodstock ou quoi que ce soit avec du TIED, les gens dans certaines parties de l'Europe, en particulier dans les régions plus froides et humides comme la France et les territoires germaniques, faisaient fréquemment cuire du pain à partir de seigles infectés. Pourquoi? Parce que la faim l'emporte sur la conscience des champignons. Ainsi, des villages entiers ingéraient involontairement des miches enrichies à l'ergot, et les résultats étaient à la fois spectaculaires et horribles. Il existait 2 formes d'ergotisme, oui, ça avait un nom, l'ergotisme convulsif, caractérisé par des spasmes musculaires, des convulsions, des hallucinations et des accès de rire ou de panique, et l'ergotisme gangréneux, où le flux sanguin était coupé, entraînant le noircissement, le rétrécissement et la chute des membres. Pas idéal pour les dîners. Les épidémies locales ont conduit à un comportement public bizarre, y compris des épidémies de danse où des groupes de personnes dansaient de manière incontrôlable pendant des jours, parfois jusqu'à la mort. À l'époque, on blâmait les démons, la punition divine ou la faiblesse morale, mais en réalité, il pourrait s'agir d'un cas de toast aux champignons involontaires à grande échelle. Ironiquement, l'ordre de Saint-Antoine, qui dirigeait des hôpitaux pour les personnes touchées, aidait à traiter les victimes de l'ergotisme, souvent en leur donnant des régimes à base de blé au lieu de seigle. Donc oui, le remède était différent du pain. Les gens ont-ils fait le lien? Pas vraiment. Pour un boulanger médiéval, le pain était soit bon, soit définitivement possédé, et personne ne testait les alcaloïdes psychoactifs dans sa bouillie. Ils étaient trop occupés à essayer de ne pas être excommuniés. Même aujourd'hui, certains chercheurs pensent que l'ergot a joué un rôle dans les procès des sorcières de Salem. Hallucinations, crises, paranoïa, tout ça fait très ergotisme. Mais cela reste débattu. Ce qui ne l'est pas, c'est que l'Europe médiévale s'est défoncée au pain grillé sans même le savoir. Tu as entendu parler des champignons magiques, tu as entendu parler des pommades volantes, mais as-tu déjà entendu parler du miel fou? Oui, dans quelques coins spéciaux du monde médiéval, même les abeilles étaient de la partie. Ce n'était pas ton miel de supermarché moyen, attention. Nous parlons d'un type rare produit dans les régions montagneuses de la mer Noire en Anatolie, Turquie moderne, où les abeilles se régalaient de fleurs de rhododendron, de jolies fleurs roses avec un sombre secret. Elles sont enrichies en greyanotoxines, des composés naturels qui ne jouent pas bien avec le système nerveux humain. Le résultat, du miel fou, une substance si puissante qu'elle pouvait provoquer des étourdissements, des hallucinations, des vomissements, un ralentissement du rythme cardiaque et des visions spirituelles, généralement dans cet ordre. Consommé à petite dose, il offrait un léger buzz, à des doses plus importantes, il transformait ta journée en un opéra au ralenti mettant en vedette tes propres sourcils. Ce n'était pas seulement une curiosité locale, c'était militarisé. Selon des sources anciennes et médiévales, des armées d'invasion ont été délibérément empoisonnées avec du miel fou laissé derrière dans des villages abandonnés. Les soldats pensaient avoir trouvé des collations gratuites, au lieu de cela, ils ont fini par avoir des convulsions sur le sol de la forêt, réalisant trop tard qu'il ne faut pas faire confiance à Buquet. Des auteurs grecs et romains comme Xénophon et Strabon ont écrit sur ces effets des siècles plus tôt, mais l'utilisation a persisté jusqu'au Moyen Âge.
Les habitants savaient comment gérer ce truc, un peu sur du pain pour un mal de tête, un peu dans du vin pour des visions, ou rien du tout si tu voulais vraiment te souvenir de ton propre nom au crépuscule. Le miel fou est devenu un remède et une substance récréative, en particulier dans les traditions mystiques ou de guérison populaire. Certains utilisateurs affirmaient qu'il apportait des rêves prophétiques, tandis que d'autres se réveillaient juste en serrant une pomme de terre qu'ils croyaient être leur oncle. Les résultats variaient. Et oui, il était échangé. Des marchands ambitieux le vendaient dans de petits pots en céramique, généralement sans instruction de dosage, parce que qui a besoin d'étiquettes d'avertissement quand tu vis à une époque où les sangsues sont considérées comme de la médecine sophistiquée? Tout le monde au Moyen-Âge n'était pas un prêtre, un noble ou un paysan ravagé par la peste. Certaines personnes opéraient dans les marges obscures de la société en tant que chamans, herboristes, gens habiles et autres praticiens semi-légitimes de la médecine et de la malice. Pense à eux comme à des pharmaciens médiévaux avec zéro réglementation et une relation personnelle profonde avec la mousse. C'étaient les personnes que tu visitais lorsque le médecin local suggérait une saignée pour ton mal de dents. Ils n'avaient pas de diplôme, mais ils avaient des connaissances en herboristerie transmises de génération en génération, souvent apprises en regardant grand-mère traiter les furoncles avec de l'écorce et de la dignité. Et en ce qui concerne les substances altérant l'esprit, ces personnes étaient ton go-to. Ils savaient quelle plante broyer en pâte, quelle racine faire tremper dans le vin et quelle quantité d'une herbe donnée te ferait rêver d'ange au lieu de les rejoindre accidentellement. Que tu cherches à soulager la douleur, à provoquer des visions, à maudire ton voisin ou à avoir une expérience hors du corps pendant la lessive, ils avaient un remède ou trois. Beaucoup de ces praticiens étaient des femmes, des sages-femmes, des femmes sages et des guérisseuses qui étaient essentielles à leur communauté et profondément craintes par les figures d'autorité, non pas parce qu'elles ricanaient dans des chaudrons, mais parce qu'elles en savaient trop et n'avaient pas besoin du latin pour l'expliquer. Leur remède comprenait souvent de la jusquiame, de la mandragore, de la belladone et des dérivés du pavot. Elles les mélangeaient avec du vin, de la graisse, du miel ou de la salive, je ne plaisante pas, chantaient quelques phrases de protection et te renvoyaient avec quelque chose qui pouvait soit te guérir, soit te faire avouer avec passion des crimes que tu n'avais jamais commis. Bien sûr, si quelque chose tournait mal, disons une hallucination impliquant des chèvres volantes ou une envie soudaine d'épouser un arbre, la faute passait rapidement d'un mauvais lot à la sorcellerie. L'Église et les autorités locales gardaient un œil sur ces personnes, et l'autre y tressaillait nerveusement. Pourtant, les communautés comptaient sur elles quand ton enfant avait de la fièvre, quand tes articulations étaient douloureuses ou quand tu avais besoin de contacter un parent décédé pour lui demander où il avait caché l'argent du loyer. C'étaient les personnes vers lesquelles tu te tournais. Ce n'étaient pas des médecins, ce n'étaient pas des prêtres, c'étaient les influenceurs du bien-être souterrains originaux. Alors, après toutes les salves, les concoctions, les racines, les onguents, l'encens, les abeilles et le pain douteux, une grande question demeure, comment les gens du Moyen-Âge se sentaient-ils réellement à propos de se défoncer? La réponse était contradictoire, profondément et hilarante contradictoire. Pour certains, en particulier les guérisseurs et les herboristes, les substances altérant l'esprit étaient un outil pratique. Si cela atténuait la douleur, ralentissait un esprit fiévreux ou rendait l'accouchement 1% moins horrible, c'était bienvenu. C'était de la médecine, pas de la malice. Bien sûr, le patient pouvait commencer à réciter les psaumes à l'envers ou à insister sur le fait que le chat parlait français, mais si le gonflement diminuait, succès. Ensuite, il y avait les utilisateurs spirituels, les moines, les mystiques et ceux qui s'adonnaient à la communication divine. Pour eux, les hallucinations n'étaient pas des signaux d'alarme, c'étaient des révélations. Les visions étaient des signes de sainteté, pas des symptômes. Si tu fixais le vide et que le vide te répondait en latin, tu étais sur la voie rapide de la sainteté ou, à tout le moins, tu obtenais ta propre fresque de chapelle. Mais l'intention comptait. Se défoncer par accident, bien. Se défoncer pour voir Jésus, acceptable. Se défoncer pour flirter avec un démon de chèvre, maintenant nous avons un problème. C'est là que l'Église est intervenue, qualifiant certaines substances et leurs utilisateurs de suspects au mieux, d'hérétiques au pire. Tout ce qui était associé à une perte de contrôle, que ce soit l'intoxication, la transe ou une honnêteté incommode, soulevait les sourcils cléricaux. Les saints pouvaient avoir des visions, les paysans étaient probablement juste possédés. Pendant ce temps, parmi le peuple, les opinions étaient plus détendues. La potion de sommeil de ton voisin pouvait aussi servir de bonnet de nuit psychédélique. Les gens utilisaient du vin de pavot pour la douleur, du haschisch pour le calme et du thé à la jusquiame pour faire face à la belle famille. Ce n'était pas considéré comme mystique ou rebelle, c'était juste une partie de la pharmacie à côté de l'ail et des prières. En fin de compte, la façon dont le ail était perçu dépendait de qui tu étais,
de ce que tu utilisais et de si quelqu'un avait dénoncé. Dans l'esprit médiéval, les états altérés vivaient dans une zone grise bizarre entre le miracle et le délit, la santé et l'hérésie. Et dans un monde où les démons, les saints, les pestes et les famines n'avaient marché tous main dans la main, une petite échappée à base de plantes de temps en temps n'était guère la pire des idées. Dans le monde antique, la mer n'était pas un vide à traverser, c'était le cœur battant de l'Empire. Elle transportait du grain, de l'or, des messages, des soldats et parfois la guerre. Quiconque commandait les mers ne possédait pas seulement l'eau, il dictait le destin de civilisations entières. Contrairement à la guerre terrestre où le terrain façonnait les batailles, la guerre navale concernait le contrôle du flux, du commerce, de la communication et de l'accès. Pour les empires maritimes comme Athènes, Carthage et l'Égypte, la suprématie navale n'était pas facultative, elle était existentielle. Sans flotte, les villes étaient vulnérables à l'isolement, à la famine et au siège. Avec des flottes, elles pouvaient bloquer les ennemis, protéger les convois marchands et même débarquer des forces loin derrière les lignes ennemies. Prends la Méditerranée par exemple. On ne l'appelait pas la mer du milieu pour rien. Cet océan intérieur reliait 3 continents et d'innombrables cultures. La dominer signifiait avoir un doigt sur le pouls de tout, des routes commerciales phéniciennes aux expéditions de céréales romaines. La mer pouvait apporter la richesse aussi rapidement qu'elle pouvait apporter la catastrophe. C'est pourquoi les puissances antiques ont investi des ressources dans les infrastructures navales, les ports, les chantiers navals, les cales sèches et les marines. Pour Athènes, la marine est devenue sa bouée de sauvetage. La vision de Thémistocle d'une armée alimentée par des trières a transformé Athènes en une thalassocratie, un empire maritime. Ces navires gardaient les routes des céréales en provenance d'Égypte, prélevaient un tribut auprès des alliés et ont écrasé les ambitions persanes lors de batailles comme Salamine. Carthage, d'un autre côté, a émergé comme un titan naval à partir de racines marchandes. Ces chantiers navals étaient parmi les plus avancés du monde antique, produisant des navires de guerre à une échelle presque industrielle. La domination carthaginoise ne concernait pas seulement la puissance militaire, elle était soutenue par des générations de marins et de navigateurs qui comprenaient la mer comme une seconde peau. L'Égypte, avec son emplacement stratégique à l'embouchure du Nil et de la mer Rouge, s'appuyait également fortement sur les flottes pour protéger le commerce avec le Levant et la Nubie. Bien que plus fluviales dans leur orientation, les navires de guerre égyptiens ont évolué en navires de mer capables d'escarmouches avec des pirates et d'escorter des navires au trésor. Dans tous ces cas, la guerre navale n'était pas un spectacle secondaire, c'était l'événement principal. La mer était l'endroit où les rivaux s'affrontaient, où les alliances étaient rompues et où les empires prospéraient ou sombraient. La maîtrise des tactiques navales, de la technologie et de la géographie a donné naissance à des légendes, et lorsque ces flottes ont brûlé ou coulé, les fortunes des puissants ont également disparu. La trière n'était pas seulement un navire, c'était une arme, élégante, rapide et mortelle. Elle a défini la guerre navale antique à travers la Méditerranée, et bien que de nombreuses cités-États en aient construit, aucune ne les a maniées comme les Athéniens. Avec 3 rangées d'avironneurs et un éperon à pointe de bronze, la trière était l'équivalent antique d'un missile guidé, un missile alimenté par la sueur, le rythme et la stratégie. Une trière typique mesurait environ 36 mètres de long et seulement 5,5 mètres de large. Étroite, oui, mais c'était le but. Sa coque mince lui permettait de fendre l'eau avec une traînée minimale, tandis que son faible tirant d'eau lui permettait d'opérer près du rivage pour des raids et des débarquements. Le nom trière vient de ces 3 rangées d'avironneurs empilés verticalement. Ce n'étaient pas non plus des rameurs aléatoires, chacun était un marin entraîné, sachant comment se déplacer à l'unisson à des vitesses allant jusqu'à 9 nœuds. En bataille, la caractéristique la plus redoutable de la trière était l'éperon, une proue gainée de bronze renforcée avec du chêne conçu pour s'écraser dans les coques ennemies avec une force dévastatrice. Mais l'éperonnage ne concernait pas seulement la vitesse, il exigeait un timing et un angle précis. Frappe trop droit et ton propre navire pourrait se coincer ou même chavirer. Des capitaines compétents comme ceux de la marine athénienne ont perfectionné l'art du diekplou, une manœuvre qui consistait à se faufiler à travers les lignes ennemies, à tourner rapidement et à frapper les flancs exposés. Au-dessus du pont, la trière transportait un contingent de marines, généralement entre 10 et 20 hoplites lourdement armés et quelques archers. Leur rôle était d'aborder les navires ennemis ou de se défendre contre l'abordage, mais ne vous y trompez pas, une trière n'était pas une forteresse flottante. Elle comptait sur son agilité, pas sur son armure. Un seul mauvais mouvement et tu étais du bois de chauffage. Ce qui rendait la flotte de trières athéniennes vraiment révolutionnaire, ce n'était pas seulement le navire lui-même, c'était le système derrière. Financé par la Théorica, un fonds naval public, Athènes a construit et entretenu des centaines de trières.
Les citoyens, même les plus pauvres, servaient comme rameurs, créant une sorte d'étrange démocratie en mer. Quand Athènes a battu la flotte perse à Salamine en 480 avant Jésus-Christ, ce n'étaient pas les aristocrates qui ont remporté la victoire, c'était le peuple. Le combat naval antique n'était pas une fusillade de canon, c'était plus comme des échecs à grande vitesse avec une bagarre de rue occasionnelle. L'objectif principal était de désactiver ou de couler l'ennemi avant qu'il ne puisse faire de même avec toi, et l'outil principal pour ça était l'éperonnage. L'éperonnage était la pièce maîtresse des tactiques navales à l'époque de la Trière. Le but était de percer la coque d'un ennemi sous la ligne de flottaison en utilisant la proue à pointe de bronze du navire. Un éperonnage bien placé pouvait envoyer un navire au fond en quelques minutes, mais ce n'était pas aussi simple que de charger en avant. Le timing, l'angle et la coordination comptaient énormément. Une approche trop vive et tu ricocherais. Trop directe et tu pourrais encastrer ton navire dans le leur, laissant les deux navires vulnérables. Pour réussir un éperonnage, les flottes utilisaient des manœuvres complexes comme le diekplou et le périplou. Dans un diekplou, un navire se faufilait à travers les brèches dans la ligne ennemie, puis pivotait pour frapper par derrière. Le périplou impliquait de tourner autour de la formation ennemie pour frapper les flancs exposés. Ce n'étaient pas des tactiques de force brute, c'étaient des frappes de précision dépendant de la synchronisation des rameurs et de la prévoyance du capitaine. Mais parfois, les choses ne se passaient pas comme prévu. Les éperonnages manquaient leur cible, les navires se verrouillaient ensemble, les avirons se cassaient. C'est là que le plan B entrait en jeu, l'abordage. L'abordage transformait le combat naval en une mêlée terrestre. Une fois que deux navires se heurtaient ou se verrouillaient, les marines sautaient à bord du navire ennemi avec des épées, des lances et des boucliers. Ce n'étaient pas des affaires délicates. L'abordage était un combat brutal rapproché, plus comme une bagarre de gang qu'une phalange ordonnée. Les archers et les frondeurs ajoutaient du chaos depuis les ponts supérieurs, abattant quiconque montrait trop de casques. Certaines flottes, comme celle des Romains, ont finalement favorisé l'abordage plutôt que l'éperonnage. Ils ont même construit des dispositifs spéciaux comme le corvus, une passerelle d'abordage avec une pointe qui pouvait s'accrocher aux navires ennemis et transformer les batailles navales en combats terrestres flottants. Cette tactique a aidé Rome à vaincre des marins carthaginois plus expérimentés pendant la première guerre punique, parce que ce qui manquait aux Romains en compétences maritimes, ils le compensaient par la force brute de l'infanterie. Bien sûr, cela signifiait aussi que les batailles navales devenaient encore plus sanglantes et chaotiques. Il n'y avait pas de retraite une fois l'abordage commencé. C'était tuer ou être tué sur un pont glissant d'eau salée, de sang et de bois brisé. Si l'éperonnage était le scalpel de la guerre navale antique, le feu était son marteau de démolition. Il n'y avait pas de spectacle plus terrifiant qu'un navire en flammes fonçant sur ta flotte. Les brûlots étaient la version navale du chaos contrôlé, une arme si dangereuse qu'elle menaçait souvent l'attaquant autant que l'ennemi. Bien que moins courantes que les trières ou les actions d'abordage, les tactiques d'incendie ont émergé tôt et ont évolué avec le temps. Le principe de base était simple, charger un navire de matériaux inflammables, poids, goudron, soufre, résine, huile, et y mettre le feu avant de l'envoyer vers les navires ennemis. Idéalement, le brûlot dérivait dans les lignes ennemies densément tassées, enflammant les voiles, les ponts et tout ce qui était assez malheureux pour être inflammable. L'une des premières utilisations documentées de brûlots remonte au conflit gréco-persan, où des défenseurs désespérés ont tenté de repousser les invasions navales en jetant des radeaux ou des bateaux enflammés vers les galères ennemies. Dans les espaces confinés d'un port ou d'un détroit où la maniabilité était limitée, un seul brûlot pouvait provoquer une panique massive et briser les formations. Mais le feu en mer était une arme à double tranchant. Les vents pouvaient changer, les flammes pouvaient se retourner. Un brûlot mal chronométré pouvait détruire ta propre flotte aussi facilement que celle de l'ennemi. C'est pourquoi le feu était souvent réservé aux moments désespérés, aux blocus, aux attaques surprises ou aux derniers retranchements où le risque valait le chaos. Le développement le plus sophistiqué de la guerre incendiaire antique est venu avec le feu grégeois, une arme mystérieuse et redoutable développée par l'Empire byzantin des siècles plus tard, mais inspirée par les tactiques d'incendie antiques. Le feu grégeois pouvait prétendument brûler sur l'eau et ne pouvait pas être éteint avec les méthodes standards. Bien que ce soit plus médiéval qu'antique, ses racines conceptuelles, le feu chimique utilisé dans la domination navale, peuvent être retracées jusqu'à ses premiers brûlots. Les flottes égyptiennes et phéniciennes utilisaient également des variations d'armes à base de feu, en particulier contre les navires pirates et pendant les sièges. Par exemple, les défenseurs côtiers pouvaient catapulter des pots à feu ou des flèches enflammées sur les navires tentant de franchir les ports. L'effet psychologique du feu en mer était inégalé. Un éperonnage pouvait être bloqué, un abordage pouvait être repoussé, mais le feu paniquait les équipages,
dévorait les coques en bois et se propageait plus vite que les ordres ne pouvaient être criés. Même les marins les plus expérimentés pouvaient abandonner le navire à la première odeur de poids et de fumée. Au VE siècle avant Jésus-Christ, Athènes s'est transformée d'une cité-État enclavée en une superpuissance navale dominante, et tout a commencé avec l'argent. Lorsqu'une veine d'argent massive a été découverte dans les mines de l'Orion, Thémistocle, un politicien athénien ambitieux, a convaincu ses concitoyens de ne pas diviser la richesse, mais de l'investir. Son plan, construire une flotte de trières, beaucoup. Cette décision a changé l'histoire. Avec plus de 200 navires de guerre à son apogée, la marine athénienne est devenue l'épine dorsale de ce que nous appelons maintenant l'Empire athénien. Le pouvoir de la ville n'était plus enraciné dans l'infanterie aux plis tous les murs de pierre, il naviguait sur le bois, la sueur et la stratégie. La victoire à Salamine en 480 avant Jésus-Christ, où la flotte de Thémistocle a piégé et anéanti la marine perse dans des détroits étroits, est toujours l'une des batailles navales les plus décisives du monde antique. Cette victoire n'a pas seulement sauvé Athènes, elle l'a positionné comme le protecteur et bientôt le dirigeant de la Ligue de Délos. Sous la Ligue de Délos, Athènes a commencé à extraire un tribut des cités-États alliés, soi-disant pour la défense navale mutuelle. En pratique, ce tribut était souvent utilisé pour financer les propres intérêts d'Athènes, de la construction navale à l'architecture publique. La marine a permis à Athènes de faire respecter la loyauté, de réprimer les rébellions et de projeter son pouvoir bien au-delà de ses frontières. Mais il ne s'agissait pas seulement de puissance militaire. La flotte a démocratisé Athènes. Les citoyens les plus pauvres, qui ne pouvaient pas se permettre d'armure ou de terre pour combattre en tant qu'hoplites, sont devenus des rameurs essentiels dans les trières. Leur contribution leur a donné un poids politique, transformant l'assemblée athénienne et donnant du pouvoir aux classes inférieures. La puissance maritime est devenue le pouvoir du peuple. Cependant, cette domination a eu un prix. La trop grande dépendance d'Athènes à sa marine et son traitement coercitif de ses alliés ont semé le ressentiment. Pendant la guerre du Péloponnèse, Sparte, historiquement une puissance terrestre, a construit sa propre flotte avec de l'argent perse et a finalement écrasé la marine athénienne à Égopotamo en 405 avant Jésus-Christ. Avec sa flotte disparue, Athènes a été affamée jusqu'à la reddition. Pourtant, l'héritage de la puissance navale athénienne a perduré. Elle a montré qu'une cité-État avec des terres limitées pouvait devenir une force impériale grâce à la maîtrise de la mer. Elle a également prouvé que les navires pouvaient être des outils politiques tout autant que des armes. Si Athènes régnait sur la mer Égée, Carthage dominait la Méditerranée occidentale. Fondée par des colons phéniciens vers 800 avant Jésus-Christ dans ce qui est aujourd'hui la Tunisie, Carthage a construit sa puissance non seulement sur la conquête, mais aussi sur le commerce, le transport maritime et une innovation navale inégalée. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, Carthage n'était pas seulement une ville riche, c'était le centre névralgique d'un réseau maritime tentaculaire qui s'étendait de l'Espagne à la Sicile et de l'Afrique du Nord à la Sardaigne. La puissance carthaginoise a été rendue possible par sa flotte. Alors que les Athéniens affinaient la trière, les Carthaginois ont porté l'ingénierie navale à des niveaux industriels. Leur chantier naval, en particulier le vaste port circulaire de Carthage, pouvait construire et abriter des centaines de navires de guerre. Ce n'étaient pas des nombres théoriques. Carthage avait un système de docks de type chaîne de montage qui permettait une construction et une réparation rapide, ce qui était sans précédent dans le monde antique. Les navires carthaginois, souvent des quadrirèmes ou des quinquérèmes, étaient plus lourds que les trières athéniennes, conçus non seulement pour la vitesse, mais aussi pour la puissance. Leur doctrine navale penchait vers l'éperonnage et l'abordage, soutenus par des marines mercenaires expérimentés et des marins libyo-phéniciens qui avaient grandi sur la mer. La domination maritime de la ville ne concernait pas seulement la force, elle concernait aussi le commerce. Les marchands carthaginois naviguaient le long des côtes atlantiques de l'Europe et de l'Afrique, échangeaient de l'étain et de l'argent et rapportaient des marchandises exotiques. La marine veillait à ce que les pirates, les commerçants rivaux ou les ambitions romaines n'interfèrent pas avec ce flux lucratif. Et puis sont venues les guerres puniques. Rome, qui montait en puissance dans la péninsule italienne, a reconnu que vaincre Carthage signifiait construire une marine à partir de zéro. Quand ils ont capturé une quinquérème carthaginoise échouée, ils l'ont rétro-conçue, avec le Corvu, une passerelle d'abordage qui a neutralisé les compétences maritimes supérieures de Carthage en transformant les batailles navales en escarmouches terrestres. Malgré les premières défaites, Carthage a tenu bon grâce à de brillants commandants navals et une maîtrise tactique. Lors de la première guerre punique, les Carthaginois ont mené des dizaines de batailles navales majeures. À Trapane, ils ont exécuté une manœuvre sans faille qui a détruit une flotte romaine malgré leur infériorité numérique, prouvant que Carthage savait encore commander la mer.
Mais la quantité a fini par submerger la qualité. La persévérance romaine, de meilleures lignes d'approvisionnement et une discipline brutale ont inversé la tendance. À la fin de la Deuxième Guerre punique, la flotte de Carthage avait disparu, ses chantiers navals démantelés et sa puissance brisée. Pourtant, la légende de la domination navale carthaginoise perdure. Ils n'étaient pas seulement des guerriers sur l'eau, ils étaient des maîtres marchands, des constructeurs de navires innovants et des navigateurs audacieux qui ont autrefois régné sur les mers par l'esprit, la richesse et le bois. Quand on pense à l'Égypte antique, on imagine des pyramides, des pharaons et des temples, pas des flottes. Mais l'Égypte a été l'une des premières civilisations à embrasser la puissance navale, à la fois sur le Nil et en mer. Ces navires n'étaient peut-être pas aussi célèbres que les trières grecques ou les quinquérèmes carthaginoises, mais pendant des milliers d'années, l'Égypte s'est appuyée sur les bateaux pour maintenir son empire, transporter des troupes et protéger ses artères économiques. Le Nil était l'autoroute de l'Égypte, une artère qui reliait le nord et le sud, le désert et le delta. Dès 3000 avant Jésus-Christ, les constructeurs navals égyptiens fabriquaient des navires à partir de roseaux de papyrus groupés et plus tard de bois de cèdre importés du Liban. Ces bateaux fluviaux transportaient du grain, de l'or, des soldats et même des statues colossales. Les pharaons ont mené des expéditions navales vers le sud en Nubie et vers l'est à travers la mer Rouge vers Pin, une terre mystérieuse riche en encens, en ivoire et en animaux exotiques. Mais les ambitions navales de l'Égypte ne se limitaient pas au fleuve. À l'époque du Nouvel Empire, vers 1550 à 1070 avant Jésus-Christ, l'Égypte a développé des flottes maritimes capables de défier les pirates, de repousser les invasions et de projeter sa puissance au-delà de ses frontières. Sous des dirigeants comme Thoutmose III et Ramsès III, l'Égypte a utilisé des navires de guerre dans des campagnes contre les peuples de la mer, une confédération de pillards qui menaçait la Méditerranée orientale. Ces batailles, enregistrées dans des reliefs vifs à Médine et Abou, montrent des archers égyptiens tirant depuis des navires et des marines engageant des combats rapprochés brutaux à bord d'étroits ponts en bois. Contrairement aux trières élégantes de Grèce, les navires maritimes égyptiens étaient de larges navires à voile avec une maniabilité limitée. Ils comportaient souvent des plateformes de combat surélevées et étaient équipés d'archers, de lanciers et de marins formés au combat et à la navigation. Leur principal avantage était la mobilité le long des côtes et des rivières, où ils pouvaient déployer rapidement des soldats ou intercepter le trafic marchand. La puissance navale égyptienne a également soutenu son économie. Les exportations de céréales vers le Levant et le commerce avec la mer Égée étaient garantis par des navires d'escorte. Des ports comme Byblos et Tanis sont devenus des centres de commerce et de logistique navale. Même les dirigeants étrangers recherchaient les constructeurs de navires égyptiens pour leur savoir-faire. Au fil du temps, la puissance navale de l'Égypte a diminué sous des vagues successives de domination étrangère, libyens, assyriens, perses et finalement grecs et romains, mais son long héritage de guerres fluviales et côtières a jeté les bases des traditions navales au Proche-Orient ancien. Les navires égyptiens n'ont peut-être pas régné sur la haute mer, mais ils ont régné sur le rythme de l'Empire, naviguant là où le Nil coulait, où les vents le permettaient et où le pouvoir l'exigeait. Lorsque la République romaine s'est élevée pour la première fois, ce n'était pas une puissance navale. La force de Rome résidait dans ses légions disciplinées et ses prouesses en matière de construction de routes, pas en construction navale. Mais cela a changé radicalement et rapidement lorsque la République s'est retrouvée dans une lutte acharnée pour le contrôle de la Méditerranée contre Carthage. Le résultat a été l'une des transformations navales les plus spectaculaires de l'histoire ancienne. Au début de la première guerre punique, 264 avant Jésus-Christ, Rome n'avait presque pas de flotte. Carthage, quant à elle, avait des siècles de domination maritime. Mais les Romains n'ont pas été dissuadés. Selon la légende, ils ont capturé une quinquérème carthaginoise et l'ont utilisée comme prototype. En quelques mois, ils ont produit en masse une marine, assemblant des centaines de navires grâce à la force de travail pure et à l'organisation au niveau de l'État. Mais Rome savait qu'elle ne pouvait pas surpasser les Carthaginois, alors elle a changé les règles du jeu. Entre le corvus, une passerelle d'abordage équipée d'une pointe métallique. Cet appareil a transformé les batailles navales en bagarres d'infanterie, la spécialité de Rome. Avec lui, les marines romains pouvaient aborder les navires ennemis en masse, transformant le combat naval en quelque chose de beaucoup plus familier aux soldats romains. Les résultats ont été spectaculaires. Lors de batailles comme Mylae et le Cap Ecnome, les marins relativement inexpérimentés de Rome ont vaincu les équipages carthaginois vétérans grâce à une agression pure et à l'efficacité du corvus. Finalement, le corvus a été abandonné, car il rendait les navires dangereusement instables, mais il avait déjà inversé le cours de la guerre. Au moment de la Deuxième Guerre punique, l'infrastructure navale de Rome avait mûri. Ses flottes patrouillaient la Méditerranée occidentale,
protégeait les lignes d'approvisionnement vers l'Ibérie et l'Afrique et perturbait la capacité d'Hannibal à renforcer ses forces depuis Carthage. Les blocus navals et les débarquements amphibies sont devenus des tactiques standards. Sous l'Empire, le contrôle romain des mers s'est étendu davantage. La Classie Misonensi et la Classie Ravenati étaient deux des principales flottes impériales stationnées pour protéger les routes commerciales, réprimer la piraterie et transporter des troupes. Bien que n'étant pas toujours à l'avant-garde de la guerre, la marine a fourni un soutien logistique et stratégique vital, maintenant l'Empire interconnecté. Contrairement à Athènes ou à Carthage, Rome n'a pas construit une identité maritime. Elle a utilisé la mer comme un outil, quelque chose à maîtriser si nécessaire. Et pourtant, au 1er siècle après Jésus-Christ, Mare Nostrum, notre mer, était plus qu'une vantardise, c'était la réalité. Rome est peut-être née sur terre, mais sa destinée a été scellée sur l'eau, grâce à l'adaptation, à l'innovation et à une volonté implacable. Elle a transformé la mer, passant d'une vulnérabilité à une forteresse. La guerre navale antique n'a pas seulement influencé les batailles, elle a façonné les frontières, les économies, les empires et même les cultures à travers la Méditerranée et au-delà. Le contrôle de la mer signifiait plus que la victoire sur l'eau, il signifiait l'influence sur le mouvement des idées, du commerce, des langues et des structures de pouvoir qui résonneraient pendant des siècles. Tout d'abord, considère comment les marines ont forgé des empires. Athènes est devenue une puissance culturelle et économique grâce à sa puissance navale. Carthage a transformé la maîtrise maritime en un empire mercantile. Rome, malgré son démarrage tardif en mer, a utilisé la supériorité navale pour contrôler l'ensemble du bassin méditerranéen. Chacune de ces puissances avait des armées terrestres, mais ce sont leurs flottes qui leur ont permis de frapper à travers les continents, défendre des territoires distants et étouffer les économies ennemies. La mer a également servi de canal culturel. Les colons grecs ont voyagé par bateau pour établir des avant-postes à travers l'Italie et l'Asie mineure, répandant l'art, la religion et la langue. Les navires égyptiens ont apporté du papyrus, de l'or et des connaissances sacrées aux cours étrangères. Les marins phéniciens ont transmis leur alphabet et leurs dieux à presque tous les rivages qu'ils ont touchés. La puissance navale n'a jamais été seulement martiale, elle était civilisationnelle. Sur le plan technologique, les marines antiques ont poussé la construction navale vers de nouveaux sommets. Le développement de la trière, puis des polyrèmes plus grands, n'était pas seulement un progrès militaire, c'était une révolution en ingénierie. Les ports sont devenus des centres logistiques, les techniques de navigation se sont améliorées, les conceptions de navires standardisés ont jeté les bases d'une architecture maritime encore visible dans les marines byzantines et islamiques ultérieures. Même les systèmes économiques ont évolué grâce aux marines. Les routes maritimes protégées ont permis un commerce stable sur de vastes distances, permettant aux produits de luxe comme la soie, les épices, le vin et l'étain de circuler entre des cultures éloignées. Les villes avec de fortes flottes comme Alexandrie ou Rhodes sont devenues des centres cosmopolites riches où les flottes prospéraient, tout comme les marchés, les artistes, les érudits et les révolutionnaires. Et puis il y a eu l'héritage psychologique. Les brûlots, les tactiques d'éperonage, les actions d'abordage, tout cela a laissé des impressions durables sur la façon dont la guerre était imaginée. Ils ont introduit l'idée que la mer elle-même pouvait être une arme, que la mobilité et le contrôle plutôt que la force brute pouvaient gagner des guerres. Aujourd'hui, nous nous souvenons de beaucoup de ces empires pour leurs conquêtes terrestres, mais leur conquête maritime était tout aussi vitale et souvent plus durable. La guerre navale antique ne concernait pas seulement celui qui avait le navire le plus rapide ou l'éperon le plus pointu, il s'agissait de savoir qui comprenait la mer comme une scène, pas seulement pour la guerre, mais pour l'histoire elle-même. Au final, les trières ont peut-être disparu, mais leur sillage se répercute encore à travers le temps. Cyrus le Grand est né vers 600 avant Jésus-Christ dans la région d'Anshan, alors un royaume vassal sous la domination médiane. Sa famille, les Achéménides, revendiquait une ascendance noble et régnait sur un petit mais respecté domaine perse. Mais rien dans la jeunesse de Cyrus ne laissait présager qu'il créerait un jour l'un des plus grands empires que le monde ait jamais connus. Et pourtant, dès le début, la légende l'a entouré. L'historien grec Hérodote nous donne l'une des histoires d'origine les plus dramatiques de la biographie antique. Selon Hérodote, le roi Astiage de Médie, le grand-père de Cyrus, a rêvé que le fils de sa fille le renverserait. Les interprètes ont confirmé sa pire crainte, l'enfant serait une menace pour son trône. Alors Astiage a marié sa fille Mandane à un noble perse, Cambyse, espérant que le bébé resterait politiquement insignifiant. Mais les rêves ont persisté. Quand Cyrus est né, Astiage n'a pris aucun risque. Il a ordonné à un serviteur loyal, Harpago, de tuer l'enfant. Harpago, réticent à commettre un tel acte,
a délégué la tâche horrible à un berger. Mais au lieu d'abandonner le nourrisson, le berger a élevé Cyrus comme son propre fils, le cachant dans les montagnes et le traitant comme le fils d'un simple berger. À mesure que Cyrus grandissait, son charisme grandissait également. Même en tant que garçon, il se démarquait, commandant les autres enfants, faisant preuve d'un leadership au-delà de son âge. Finalement, des rumeurs sont parvenues à la cour, un enfant noble vivant comme un berger. Astyage a enquêté et la vérité s'est dévoilée. Étonnamment, il a épargné Cyrus, peut-être ne voyant aucune menace ou peut-être hanté par la culpabilité. Harpagon, cependant, n'a pas eu autant de chance. Dans une punition macabre, Astyage a tué le fils d'Harpagon et l'a servi comme repas à la cour. Pendant ce temps, Cyrus a été renvoyé en Perse pour vivre sous les soins de son père Cambyse, désormais reconnu ouvertement comme un prince de sang noble. Ce que le roi Médian ne savait pas, c'est qu'il venait d'assurer sa propre chute, car le temps passé par Cyrus parmi les bergers et les nobles lui avait donné une compréhension unique des gens, à la fois des puissants et des humbles. Que la version d'Hérodote soit un fait ou une fable, l'histoire capture l'aura qui entourait toujours Cyrus. De sa mort imminente dans sa petite enfance à sa survie défiant le destin, sa jeunesse a semé les graines de la grandeur. Il ne se contenterait pas de défier Astyage, mais redéfinirait la royauté elle-même. Au milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ, Cyrus n'était plus seulement un prince perse, il était un leader calculateur et ambitieux, prêt à défier le statu quo régional. À cette époque, l'Empire médian, dirigé par le roi Astyage, exerçait toujours son influence sur la Perse, mais l'équilibre des pouvoirs était en train de changer et Cyrus était prêt à faire basculer la balance. Le catalyseur fut la trahison. Selon de multiples sources, dont Hérodote et la chronique babylonienne, le général médian Harpagon, l'homme même qui avait reçu l'ordre des années plus tôt de tuer le bébé Cyrus, n'avait jamais oublié le sort cruel de son fils. Maintenant, des années plus tard, il était en mesure d'agir. Secrètement, il a envoyé des messages à Cyrus l'encourageant à se soulever et promettant un soutien de l'intérieur des rangs médians. C'était le début d'une révolte qui allait ébranler le monde antique. Vers 553 avant Jésus-Christ, Cyrus s'est officiellement rebellé. La Perse, autrefois un royaume subordonné, a maintenant déclaré son indépendance et la guerre. Ce qui a suivi n'a pas été une seule bataille décisive, mais une série de campagnes prolongées sur 3 ans. Les forces de Cyrus ont progressé profondément en territoire médian, attirant le soutien de nobles mécontents et d'alliés régionaux. Sa réputation grandissait, non seulement pour sa compétence militaire, mais aussi pour sa retenue. Il a souvent épargné la vie des ennemis qui se rendaient, gagnant à la fois la peur et l'admiration. Pendant ce temps, la cour d'Astyage s'effondrait. La loyauté s'est érodée. Lorsque la confrontation finale a eu lieu vers 550 avant Jésus-Christ, ce ne sont pas les Mèdes qui ont triomphé, c'est Cyrus. Astyage a été trahi par sa propre armée et l'empire médian autrefois puissant s'est effondré presque du jour au lendemain. Cyrus est entré à Ecbatane, la capitale médiane, non pas comme un conquérant barbare, mais comme un nouveau type de dirigeant. Il a respecté les traditions locales, préservé les structures administratives médianes et intégré de nombreux Mèdes à son gouvernement en pleine croissance. Cette politique d'inclusion deviendrait une marque de son règne. Avec la Médie sous son contrôle, Cyrus a unifié le plateau iranien. Mais ce n'était pas la fin, c'était le commencement. En renversant les Mèdes, il a non seulement libéré la Perse du vassalage, mais a également hérité de leur empire. Il régnait désormais sur des terres s'étendant de l'Iran moderne à certaines parties d'Asie centrale. Fraîchement sorti de son triomphe sur les Mèdes, Cyrus le Grand a tourné son regard vers l'ouest, vers le royaume fabuleusement riche de Lydie, gouverné par le légendaire Crésus. Crésus n'était pas un roi ordinaire, il était l'un des hommes les plus riches de son temps, son nom devenant synonyme d'immense richesse. Sa capitale, Sardes, brillait de luxe et ses armées étaient bien équipées de cavalerie et de troupes aguerries. Mais Crésus a fait une erreur fatale, il a sous-estimé Cyrus. Cherchant à devancer l'expansion perse, Crésus a formé des alliances avec l'Égypte et Babylone et a consulté l'oracle de Delphes. L'oracle lui a dit, de manière célèbre, que s'il traversait la rivière pour attaquer la Perse, il détruirait un grand empire. Encouragé, Crésus a lancé une invasion, seulement pour découvrir que l'empire qu'il détruirait était le sien. Les deux forces se sont affrontées près du fleuve Alice en 547 avant Jésus-Christ. Après une bataille acharnée, Crésus s'est retiré à Sardes, croyant que la saison de campagne était terminée et qu'il pouvait se regrouper au printemps avec des renforts alliés. Mais Cyrus a fait quelque chose d'inattendu, il a poursuivi lors d'une campagne hivernale audacieuse. Cyrus a assiégé Sardes,
forçant Crésus à une défense désespérée. Selon Hérodote, Cyrus a même employé une surprise tactique, il a utilisé des chameaux pour effrayer la cavalerie lydienne, l'atout le plus fort de Crésus, la rendant inefficace. En quelques semaines, Sardes est tombé. Crésus a été capturé vivant. Ce qui s'est passé ensuite a scellé la réputation de Cyrus en tant que dirigeant différent des autres. Au lieu d'exécuter Crésus, Cyrus l'aurait épargné, allant même jusqu'à en faire un conseiller. L'histoire raconte qu'alors que Crésus était sur le point d'être brûlé vif, il a crié le nom de Solon, un philosophe grec qu'il avait autrefois averti de ne pas considérer un homme comme chanceux avant de savoir comment sa vie se terminait. Cyrus, ému par le conte et la sagesse qu'il contenait, a ordonné d'éteindre le feu. Mythe ou vérité, ce récit reflète la politique de clémence connue de Cyrus. Avec la Lydie conquise, Cyrus a pris le contrôle de son immense trésorerie et de ses réseaux commerciaux, ainsi que des puissantes cités grecques d'Ionie le long de la côte égéenne. Bien que les cités ioniennes aient résisté à la domination perse, elles n'étaient pas de taille face à la machine militaire et diplomatique en expansion de Cyrus. La chute de Crésus a marqué plus que l'effondrement d'un royaume riche, elle a confirmé la brillance tactique de Cyrus et sa volonté d'utiliser à la fois la guerre et la miséricorde. Elle a également donné à la Perse une tête de pont dans le monde grec, préparant le terrain pour de futurs conflits est-ouest. Et pour Cyrus, ce n'était que la prochaine étape dans un empire en expansion rapide. À la fin des années 540 avant Jésus-Christ, une seule puissance majeure se dressait entre Cyrus et la domination incontestée du Proche-Orient, Babylone. Autrefois gouvernée par des rois comme Hammurabi et Nabuchodonosor II, Babylone était devenue une métropole magnifique, célèbre pour ses ziggourats imposantes, ses murs doubles massifs et les jardins suspendus légendaires. Mais sous la grandeur, des fissures se formaient. À cette époque, Babylone était gouvernée par Nabonide, un roi profondément impopulaire auprès de son propre peuple. Ses politiques religieuses ont aliéné le puissant clergé de Marduk, la divinité principale de la ville. Il avait passé des années loin de Babylone, laissant l'empire entre les mains de son fils Belshazzar, un nom familier aux lecteurs de la Bible hébraïque. Le mécontentement grandissait. Cyrus a senti une opportunité. En 539 avant Jésus-Christ, Cyrus a lancé sa campagne, mais contrairement aux invasions précédentes marquées par le siège et la destruction, celle-ci était chirurgicale. Les forces de Cyrus ont vaincu les troupes babyloniennes à Opi, une ville clé sur le Tigre. Là, ils ont gagné non seulement avec la puissance militaire, mais aussi avec la propagande. Les Perses ont promis de libérer le peuple de la mauvaise gestion de Nabonide, présentant Cyrus comme un restaurateur de l'ordre divin. Le plus étonnant, c'est que lorsque Cyrus est entré dans Babylone, il l'a fait sans combat. Selon la chronique de Nabonide et des sources grecques ultérieures, les portes de la ville lui ont été ouvertes, peut-être grâce à des négociations politiques, peut-être à cause d'une trahison interne. Quoi qu'il en soit, Cyrus a marché dans Babylone en tant que libérateur, pas en tant que conquérant. Il a respecté les temples de la ville, a participé à des cérémonies religieuses et a déclaré dans le célèbre cylindre de Cyrus qu'il avait été choisi par Marduk lui-même pour restaurer la paix et la justice. Ce document, souvent appelé la première charte des droits de l'homme au monde, enregistre les politiques de tolérance, de restauration des temples et de rapatriement des peuples déplacés de Cyrus. Parmi les personnes touchées, il y avait les Juifs exilés de Jérusalem des décennies plus tôt par les rois babyloniens. Cyrus a publié un édit leur permettant de rentrer chez eux et de reconstruire le temple à Jérusalem, un acte si important que la Bible hébraïque le qualifie d'oint de Dieu, un titre autrement réservé aux rois israélites. Après être entré dans Babylone en 539 avant Jésus-Christ, Cyrus le Grand n'a pas seulement pris le trône, il a réécrit les règles de l'Empire. L'un des artefacts les plus remarquables de son règne est le cylindre de Cyrus, un document en argile inscrit en cunéiforme acadien souvent salué comme la première charte des droits de l'homme au monde. Bien que les érudits modernes débattent de cette affirmation, il ne fait aucun doute que le cylindre offre un aperçu révolutionnaire de la façon dont Cyrus voyait le pouvoir, non pas comme une domination, mais comme une gérance. Dans le texte, Cyrus se proclame choisi par Marduk, la divinité principale de Babylone, pour restaurer l'ordre et la justice après la mauvaise gestion de Nabonide. Mais ce n'était pas de la simple flatterie. Cyrus a soutenu ses paroles par des actes. Il a restauré les temples à leur fonction propre, a permis aux peuples déplacés de retourner dans leur pays d'origine et a explicitement déclaré qu'il n'opprimerait pas ces sujets ou n'altérerait pas leurs traditions locales. L'un des résultats les plus célèbres de cette politique a été la libération des Juifs de l'exil babylonien. Après des décennies de captivité, le peuple juif a été autorisé à retourner à Jérusalem et à reconstruire son temple détruit. Le livre d'Esdras dans la Bible hébraïque enregistre le décret de Cyrus,
le louant comme un instrument de la volonté divine, extraordinaire pour un roi étranger. En fait, Cyrus est le seul non-juif désigné dans la Bible comme un messie ou un. Le cylindre de Cyrus parle en termes de liberté, de restauration et de légitimité par la justice, un contraste saisissant avec la rhétorique standard des anciens dirigeants qui glorifiaient souvent la conquête et la punition divine. Au lieu de se vanter de détruire des villes ou d'asservir des ennemis, Cyrus souligne son rôle de protecteur des diverses cultures et des diverses religions. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était de la stratégie. En respectant les coutumes locales, il a évité la rébellion et a favorisé la loyauté dans son vaste empire. Bien que nous devions être prudents de ne pas projeter des concepts juridiques modernes sur des textes anciens, l'esprit du cylindre de Cyrus reste remarquable. Il envisage un monde où les dirigeants tirent leur légitimité non pas de la peur, mais de la bienveillance et de l'inclusion. Aujourd'hui, une réplique du cylindre est exposée au siège des Nations Unies, un témoignage de son poids symbolique en tant que premier plan d'une gouvernance pluraliste. Cyrus le Grand n'a pas seulement conquis un vaste empire, il l'a maintenu uni. Cela peut sembler simple sur le papier, mais en réalité, il régnait sur un monde incroyablement diversifié, Perses, Mèdes, Babyloniens, Élamites, Lydiens, Hébreux et d'innombrables autres, tous avec leur propre langue, dieux, coutumes et griefs. Ce qui a rendu Cyrus vraiment grand, ce n'est pas la distance à laquelle il a étendu ses frontières, mais la compétence avec laquelle il a géré ce qui se trouvait à l'intérieur. Au cœur de la gouvernance de Cyrus se trouvait une philosophie de la tolérance par la structure. Contrairement à de nombreux dirigeants antiques qui ont imposé leur culture et leur religion au peuple conquis, Cyrus a adopté un modèle décentralisé. Il a permis aux dirigeants locaux de rester en place, aux religions locales de prospérer et aux coutumes locales de perdurer. Plutôt que d'écraser ces sujets, il a cherché à gagner leur confiance, et cela a fonctionné. Il a conservé et adapté les systèmes administratifs des Mèdes et des Babyloniens, les mélangeant avec les pratiques perses pour créer un empire exceptionnellement flexible. Le pouvoir a été délégué à des satrapes, ou gouverneurs provinciaux, qui supervisaient la fiscalité, la sécurité et la justice dans leur région. Ces fonctionnaires étaient généralement choisis parmi les élites locales, mais restaient responsables devant l'autorité centrale de Cyrus. Ce système est devenu la base du règne achéménide pour des générations. Cyrus a également investi dans les infrastructures. Il a amélioré les routes commerciales, protégé les caravanes et assuré un traitement équitable aux marchands, sachant que le commerce était aussi essentiel à la stabilité que les armées. Son empire n'était pas seulement une machine militaire, c'était un réseau économique et culturel qui s'étendait de la vallée de l'Indus à la mer Égée. Il comprenait également le pouvoir du symbolisme. Dans chaque ville qu'il a conquise, Cyrus a fait des gestes de respect, restaurant les temples, participant aux cérémonies religieuses et préservant les institutions locales. Ces actes n'étaient pas simplement théâtraux, c'étaient des stratégies diplomatiques qui lui ont valu la loyauté d'anciens ennemis. Le plus remarquable était le peu de résistance que son règne provoquait. Cyrus n'a pas seulement évité les rébellions, il a souvent inspiré l'admiration. Même les Grecs, généralement dédaigneux des barbares, le considéraient comme un roi sage et juste. Xénophon, l'historien athénien, écrira plus tard la Cyropédie, une biographie en partie fictive mais profondément admirative de Cyrus, le présentant comme le modèle du leadership éclairé. À la fin de son règne, Cyrus le Grand avait remodelé le monde antique. De la mer Égée aux montagnes d'Asie centrale, son empire s'étendait plus loin que tous les précédents. Mais comme de nombreux grands conquérants, son ambition l'a poussé vers une dernière campagne, cette fois dans les steppes du Nord-Est. Ce serait sa dernière. Vers 530 avant Jésus-Christ, Cyrus partit affronter les Massagètes, une confédération de tribus nomades vivant à l'est de la mer Caspienne. Ces féroces guerriers à cheval étaient menés par la reine Thomiri, une dirigeante dont on se souvient à la fois comme chef militaire et comme symbole de défi. Son peuple était considéré par les Perses comme non civilisé mais dangereux, une menace pour les frontières en expansion de l'Empire. Les détails de la campagne sont obscurs, façonnés en grande partie par le récit dramatique et probablement embelli d'Hérodote. Selon l'historien grec, Cyrus a d'abord tenté la diplomatie, proposant le mariage à la reine Thomiri. Elle a vu cela pour ce que c'était, une manœuvre politique. Lorsque la diplomatie a échoué, Cyrus a recouru à la ruse. Il a laissé derrière lui un banquet de vin et de nourriture riche, sachant que les Massagètes n'étaient pas habitués à l'alcool. Après une célébration imbibée, beaucoup de ses guerriers ont été pris en embuscade et massacrés, y compris son fils. Dévasté et enragé, Thomiri a juré vengeance. Lors de la bataille décisive qui a suivi, les Massagètes ont submergé les forces perses. Cyrus a été tué au combat.
Hérodote affirme même que Thomiri a fait décapiter son corps et a placé sa tête coupée dans une peau remplie de sang, déclarant « Bois ta soû de sang, toi qui en avais soif ». Bien que la fin macabre puisse être plus un mythe qu'un fait, ce qui est certain, c'est que Cyrus est mort pendant cette campagne, loin des grandes villes qu'il avait conquises. Son corps a finalement été ramené à Pasargade, la capitale qu'il a fondée en Perse, et enterré dans un tombeau modeste mais digne, toujours debout aujourd'hui comme un témoignage de son héritage. Sa mort a marqué la fin d'une ère. Le trône est passé à son fils Cambyse II, qui a continué l'expansion de l'Empire, notamment en Égypte. Mais le mélange unique de tolérance, de stratégie et de leadership visionnaire de Cyrus ne serait pas facilement reproduit. À sa mort, Cyrus le Grand a laissé derrière lui plus qu'un vaste empire, il a laissé derrière lui un plan politique, un précédent philosophique et une réputation si vénérée que même des siècles plus tard, son nom inspirait la crainte. L'empire achéménide fondé par Cyrus était le plus grand que le monde ait jamais connu jusqu'à ce point, s'étendant de la mer Égée à l'Indus. Mais ce n'était pas seulement la taille qui comptait, c'était la façon dont il fonctionnait. Les politiques d'inclusion, de tolérance et d'innovation administrative de Cyrus ont continué sous ses successeurs. Son fils Cambyse II, et plus tard Darius le Grand, n'ont pas seulement étendu l'empire, ils ont formalisé sa structure. Le système des satrapies que Cyrus a mis en place est devenu la pierre angulaire de la gouvernance impériale. Ces gouverneurs régionaux ont maintenu l'ordre public, ont perçu les impôts et ont répondu directement au roi, permettant à l'empire de rester à la fois vaste et étonnamment efficace. La liberté religieuse et culturelle est restée la politique officielle. Les temples et les divinités locales étaient respectés à travers l'empire, des ziggourats babyloniennes aux sanctuaires égyptiens. Les élites locales étaient souvent maintenues au pouvoir sous la supervision perse, et les rébellions étaient rares dans les premières années achéménides, non pas à cause de la peur, mais parce que de nombreux sujets trouvaient la domination perse moins oppressive que les régimes qu'ils avaient endurés auparavant. Cyrus a également contribué à établir l'idée de la royauté comme un rôle moral, pas seulement politique. Il n'était pas simplement roi de Perse, il a pris des titres comme roi des 4 coins du monde. Mais contrairement aux tyrans vantards du passé, sa légitimité était liée au bien-être de ses sujets. Ce n'était pas seulement de la propagande, cela reflétait un véritable changement dans la philosophie impériale, la bonne gouvernance faisait partie de la grandeur. Même dans la mort, l'influence de Cyrus s'est fait sentir. Son tombeau à Pasargade, une simple structure en calcaire, symbolisait l'humilité et la permanence. Alexandre le Grand lui-même, un maître de l'Empire des siècles plus tard, a visité le tombeau de Cyrus et aurait rendu hommage, ordonnant sa restauration après qu'il ait été profané. En Perse, Cyrus n'était pas seulement mémorisé, il était vénéré. Les prêtres zoroastriens l'associaient à la justice divine, et l'identité nationale iranienne continue de le célébrer comme le père de la nation. L'influence de Cyrus le Grand ne s'est pas arrêtée à sa mort, ni même à la chute de son empire. Au fil des siècles, son héritage a dépassé les frontières, les religions et les cultures, le consacrant non seulement comme un héros perse, mais comme une figure mondialement admirée dont l'exemple a résonné à travers le temps. Dans la Bible hébraïque, Cyrus est décrit non pas comme un tyran païen, mais comme un libérateur désigné par Dieu. Le livre d'Isaïe le qualifie d'oint du Seigneur, un titre autrement réservé aux rois israélites. Son décret autorisant les Juifs à retourner à Jérusalem et à reconstruire le temple a marqué un tournant dans l'histoire juive. Pour beaucoup, il reste un juste parmi les nations, un exemple rare de dirigeant puissant qui a utilisé sa force pour restaurer, et non pour détruire, la foi et la liberté. En Grèce, malgré des siècles de conflits avec la Perse, Cyrus était souvent dépeint comme le monarque modèle. L'écrivain athénien Xénophon, un élève de Socrate, a écrit la Cyropédie, un récit en partie fictif de la vie de Cyrus qui le présentait comme le dirigeant idéal, sage, juste, modéré et courageux. Bien que n'étant pas une biographie historique stricte, elle a façonné la pensée hellénistique et romaine sur le leadership et l'éthique pendant des siècles à venir. Dans la tradition islamique, certains érudits et commentateurs ont identifié Cyrus à Dulcarnène, le bicorne mentionné dans le Coran, un roi juste qui a construit un grand mur pour protéger les gens du chaos et de l'injustice. Bien que cette identification soit débattue, elle reflète le respect que Cyrus commande à travers les traditions abrahamiques. Les historiens et les dirigeants politiques modernes se sont également inspirés de Cyrus. En 1776, Thomas Jefferson aurait gardé une copie de la Cyropédie sur sa table de chevet. Au XXe siècle, le dernier Shah d'Iran a invoqué Cyrus comme un symbole d'unité nationale et de réforme. Et aujourd'hui, le cylindre de Cyrus, souvent surnommé la première déclaration des droits de l'homme au monde, est exposé aux Nations Unies comme un symbole de tolérance et de gouvernance.
L'attrait de Cyrus transcende la conquête. On se souvient de lui non pas pour sa cruauté ou sa construction d'empire seul, mais pour sa rare capacité à exercer le pouvoir avec justice. Il a montré qu'un empire n'avait pas à écraser la différence pour maintenir le contrôle, et que les dirigeants pouvaient gagner la loyauté par le respect, pas par la peur. Plus de 2 millénaires plus tard, Cyrus le Grand reste un paradoxe, un conquérant célébré pour sa compassion, un roi loué par ceux qui l'a conquis. Peu de personnages de l'histoire suscitent une admiration aussi large, et encore moins la méritent autant. Sous le soleil brûlant de la vallée du Nil, les anciens Égyptiens ont fait un choix audacieux, beaucoup d'entre eux se rasaient la tête. Mais ce n'était pas seulement une décision pratique, c'était un symbole, une déclaration, une toile vierge. Et sur cette toile, ils ont placé certaines des perruques les plus élaborées que le monde antique ait jamais vues. Les perruques dans l'Égypte antique n'étaient pas seulement à la mode, elles étaient des marqueurs essentiels de l'identité, du statut et de la pureté. Les hommes et les femmes de haut rang ne se contentaient pas de les porter, ils les exhibaient. Ce n'étaient pas non plus de simples accessoires. Elles pouvaient être faites de vrais cheveux humains, de crins de cheval importés ou de fibres végétales finement tissées. Les élites riches commandaient souvent des perruques avec plusieurs couches, des tresses complexes, des perles d'or et même des cônes parfumés placés au sommet, des parfums à base de cire qui fondaient lentement au soleil, les recouvrant de luxe. Pour les femmes, les coiffures étaient liées à la féminité, à la fertilité et au pouvoir. La perruque d'une femme noble pouvait être ornée de décorations florales, de bandes colorées ou de fermoirs en métal précieux. Une prêtresse pouvait porter la sienne en rangées symétriques serrées, faisant écho à l'ordre divin des dieux. Pour les hommes, en particulier ceux au service de Pharaon, une perruque épaisse et stylisée reflétait non seulement la richesse, mais aussi la proximité avec la hiérarchie divine. Les enfants, cependant, avaient leur propre style. Beaucoup portaient la mèche de l'enfance, une tête rasée avec une tresse ornée laissée pendante, un symbole de l'enfance qui serait coupée à l'âge adulte ou lors de rites de passage religieux. Et puis il y avait les prêtres audacieux. En contraste frappant avec l'extravagance des perruques de la cour, les prêtres étaient tenus de se raser tout le corps, y compris la tête, pour maintenir la pureté rituelle lors des cérémonies publiques. Même eux pouvaient porter des perruques cérémonielles, symbolisant leur rôle spirituel plus que leur identité individuelle. Ce qui est encore plus fascinant, c'est la façon dont les perruques servaient même après la mort. Les momies étaient souvent enterrées avec des perruques en place, garantissant que leur statut et leur beauté soient emportés dans l'au-delà. En d'autres termes, les cheveux n'étaient pas qu'une vanité, c'était une identité éternelle. Si tu imagines un viking, tu imagines probablement des barbes sauvages et des cheveux tressés, une image forgée à parts égales à partir de l'archéologie, des sagas nordiques et d'Hollywood. Mais il y a une vérité surprenante dans cette vision. Les coiffures vikings étaient loin d'être aléatoires. En fait, les cheveux étaient un symbole puissant dans la société nordique de l'identité, de la masculinité, de la loyauté du clan et même de la séduction. Les hommes et les femmes vikings prenaient leurs cheveux au sérieux. Dans un monde où l'apparence physique projetait la force et l'honneur, les cheveux longs n'étaient pas une vanité, c'était une déclaration. Les hommes laissaient souvent pousser leurs cheveux longs et les coiffaient méticuleusement. Les tresses, les chignons et les têtes à moitié rasées n'étaient pas seulement élégantes, elles étaient intimidantes. Un guerrier entrant dans la bataille avec des mèches tressées et une barbe épaisse n'était pas seulement pratique, garder les cheveux hors des yeux, il diffusait sa volonté de se battre et sa résistance à la peur. Pour les femmes vikings, les cheveux pouvaient être tout aussi symboliques. Les cheveux longs et bien entretenus étaient un marqueur de féminité et de haut rang. Les femmes tressaient souvent leurs cheveux selon des motifs complexes, utilisant parfois des rubans ou des perles tissées dans les mèches. Une femme mariée pouvait porter ses cheveux enveloppés ou partiellement couverts pour signaler son statut marital, de la même manière que les alliances fonctionnent aujourd'hui. Certains sites funéraires en Scandinavie comprennent même des peignes, des épingles à cheveux et des outils de toilettage, ce qui suggère que les soins quotidiens et la fierté de l'apparence étaient importants pour les deux sexes. Il y avait aussi un angle juridique fascinant. Dans les codes de loi vikings, les cheveux jouaient un rôle dans la justice. Couper les cheveux de quelqu'un sans permission était considéré comme une grave insulte, une insulte qui pouvait conduire à une vengeance, à une rétribution juridique ou à des querelles de sang à grande échelle. C'est parce que les cheveux représentaient l'honneur. Déshonorer un guerrier en coupant ses mèches, c'était attaquer son statut social lui-même. Et puis il y a la mythologie. Les dieux nordiques eux-mêmes avaient des cheveux emblématiques, Thor avec sa barbe rouge flamboyante, les tours de transformation de Loki impliquaient souvent des changements de cheveux ou de forme. Et bien sûr, la déesse Sif, dont les cheveux dorés étaient si légendaires que lorsque Loki les a coupés en guise de farce,
il a dû supplier les nains de forger un remplacement magique à partir d'or véritable. Les cheveux n'étaient pas seulement l'identité mortelle, c'était une monnaie divine. Les Romains connaissaient une chose ou deux sur le contrôle, et cela s'étendait à leur coiffure. Dans un monde où la politique, la classe et le genre étaient tous étroitement réglementés, les cheveux sont devenus l'un des outils les plus subtils mais les plus puissants de la navigation sociale, en particulier dans les cercles d'élite. Tes mèches pouvaient littéralement déclarer ton allégeance, tes valeurs et ton ambition. Commençons par les hommes romains. Au début de la République, le citoyen romain idéal était propre sur lui, conservateur et pratique. Les cheveux étaient courts, soignés et bien entretenus. Tout ce qui était plus long que cela était considéré comme suspect, efféminé, étranger ou paresseux. Une coupe de cheveux courte et un visage rasé de près n'étaient pas seulement des choix de mode, c'étaient des déclarations civiques. Il disait « Je suis discipliné, je sers l'État, je suis romain ». Mais à mesure que l'Empire progressait, les choses devenaient plus duveteuses. Des empereurs comme Néron et Commode laissaient pousser leurs boucles dans des styles flamboyants qui imitaient les philosophes grecs ou même les statues divines. Certains arboraient ce que nous appelons aujourd'hui le chignon romain, une section surélevée de cheveux bouclés ou empilés à l'avant, sculptés pour suggérer l'intellect, la jeunesse ou le raffinement. Ce n'étaient pas des accidents, c'étaient des images publiques soigneusement conçues. Les cheveux sont devenus de la propagande. Pour les femmes romaines, les enjeux étaient encore plus élevés. Les coiffures sont devenues presque architecturales. Le célèbre style de la tour flavienne, une montagne littérale de boucles et de tresses épinglées au-dessus de la tête, était un look de haut rang qui n'était possible que grâce au travail d'esclaves, au fer chaud et à des heures de travail. Plus la coiffure était élaborée, plus la femme était riche, car cela signifiait qu'elle avait le temps libre et les domestiques pour l'entretenir. Les cheveux pouvaient également montrer une loyauté politique. Les impératrices dévoilaient souvent de nouveaux styles dans des statues et sur des pièces de monnaie, qui étaient ensuite copiées par les femmes de la classe supérieure à travers l'Empire. Porteur une coiffure comme celle de l'impératrice n'était pas seulement de la flatterie, c'était une allégeance. Pendant ce temps, les personnes réduites en esclavage étaient souvent forcées de garder les cheveux courts ou simples, leur refusant complètement cette forme d'expression. Les soldats portaient de même des coupes pratiques, renforçant l'unité et la fonction au détriment de l'éclat. Et puis il y avait les rebelles. Certains Romains laissaient délibérément pousser leurs cheveux longs ou adoptaient des styles barbares pour montrer leur mépris des valeurs impériales. Par exemple, les gladiateurs portaient souvent des coiffures spectaculaires pour construire des personnages de scène, en partie athlètes, en partie célébrités, en partie menaces. Dans le Japon ancien, les cheveux n'étaient pas simplement une caractéristique personnelle, c'était un emblème de discipline, de devoir et de tradition profondément enracinés. Nulle part cela n'était plus visible que dans l'emblématique chômage, le chignon distinctif porté par les samouraïs. Ce n'était pas seulement une coupe de cheveux, c'était un contrat culturel. À l'origine, le chômage a commencé comme un choix pratique. Le sommet du crâne rasé maintenait les casques, en particulier les kabuto, casques de samouraï, plus confortables et plus sûrs au combat. Mais au fil du temps, alors que la paix s'installait pendant la période Edo, le style est devenu moins axé sur le combat et plus sur l'identité. Le chignon est devenu un symbole rigide du statut de guerrier, de l'honneur et de la soumission au bushido, la voie du guerrier. Le coupé n'était pas seulement une coupe de cheveux, c'était une mort symbolique. On pouvait ordonner au samouraï déshonoré de retirer son chignon ou de le faire lui-même, signe qu'il n'était plus digne de son rang. Dans les cas extrêmes, la coupe du chignon précédait le seppuku, le suicide rituel pratiqué pour expier la honte. Les cheveux des femmes japonaises véhiculaient également de puissants messages sociaux. Pendant la période ayant 794 à 1185, les femmes nobles laissaient pousser leurs cheveux extrêmement longs, parfois plus longs que leur corps, et les laissaient cascader tout droit dans leur dos selon un style appelé suberakashi. Ce n'était pas seulement la beauté, c'était l'élégance, la patience et le statut. Maintenir une telle longueur nécessitait des soins immenses, du temps et de la richesse, des traits exclusifs à l'aristocratie. Plus tard, pendant la période Edo, les coiffures des femmes sont devenues de plus en plus ornées et stylisées. Des styles comme le shimada, une sorte de chignon enroulé, étaient ornés d'épingles, de peignes et de décorations, chacun codé avec une signification. Certains styles indiquaient l'état civil, l'âge ou même la profession. Les courtisanes et les geishas, par exemple, utilisaient des coiffures éblouissantes et élaborées non seulement pour attirer les clients, mais aussi pour signaler leur étape de formation et leur niveau d'expérience. Les cheveux pouvaient aussi être une forme de rébellion. Pendant certaines règles du shogunat, des lois ont été adoptées restreignant les coiffures en fonction de la classe.
violer ces codes, même en laissant pousser tes cheveux de la mauvaise façon, pouvait attirer la suspicion ou la punition. Et pourtant, les artistes, les acteurs et même les ronins, samouraïs sans maître, contournaient souvent les règles pour faire des déclarations audacieuses sur l'identité et la résistance. Dans le Japon ancien, les cheveux étaient liés littéralement et au figuré par le devoir, la dévotion et le drame. Que ce soit dans la dignité silencieuse d'un samouraï ou le tourbillon élégant au sommet de la tête d'une geisha, les coiffures étaient des actes de narration, d'honneur et de mémoire culturelle profonde. À travers l'Afrique ancienne, les cheveux n'étaient pas seulement un style personnel, c'était un langage. Des tresses africaines complexes du Sahel aux chignons imposants du peuple Hima, les coiffures servaient de carte d'identité, d'expression spirituelle et même d'outil de survie. Bien avant la perturbation coloniale, la culture capillaire africaine était une riche tapisserie de symbolisme, d'artisanat et de résistance. Commençons par la Nubie, la voisine méridionale de l'Égypte ancienne. Les communautés nubiennes, souvent injustement éclipsées dans l'histoire dominante, ont développé des tresses et des torsades stylisées qui communiquaient le statut, l'âge et le clan. Les reines nubiennes, comme Amanitor et Amanichaketo, portaient des perruques et des coiffes tressées complexes qui rivalisaient même avec la royauté égyptienne, affirmant leur pouvoir et leur beauté en termes audacieux et indubitables. Plus à l'ouest, dans ce qui est aujourd'hui le Nigeria, les peuples Yoruba et Igbo traitaient déjà les cheveux comme un médium artistique. Les styles complexes n'étaient pas seulement pour le spectacle, ils étaient soigneusement planifiés, certains motifs étant réservés aux mariés, aux guerriers ou aux initiés spirituels. Les coiffeurs étaient très respectés, presque comme des prêtres dans leur rôle. Confier tes cheveux à quelqu'un, c'était lui confier ton essence. Parmi le peuple Hima de Namibie, une pâte d'ocre rouge faite de pierre en poudre et de graisse de beurre est encore utilisée aujourd'hui pour enduire et sculpter des tresses élaborées. Ces styles ocre ne protègent pas seulement les cheveux du climat désertique, ils signifient tout, de la puberté à l'état matrimonial. Pour les femmes Hima, les cheveux sont littéralement façonnés par les saisons de la vie. Mais l'aspect peut-être le plus fascinant de l'histoire capillaire africaine réside dans la façon dont elle a codé la résistance pendant la traite transatlantique des esclaves. Les Africains réduits en esclavage utilisaient les coiffures comme des formes silencieuses de rébellion et de souvenirs. Les tresses africaines n'étaient pas seulement pratiques, c'étaient des cartes. Certains motifs symbolisaient des voies d'évasion ou des points de rencontre sûrs, d'autres conservaient des styles ancestraux de chez eux, défiant l'effacement à chaque torsion et tresse. Dans de nombreuses cultures d'Afrique de l'Ouest, les têtes rasées marquaient le deuil ou les transitions spirituelles, tandis que les dreadlocks épais pouvaient représenter la force, la connexion au divin ou la vocation guerrière. Les cheveux étaient sacrés, jamais seulement esthétiques. Le colonialisme stigmatiserait plus tard ces coiffures, poussant des idéaux de beauté eurocentriques, mais les racines anciennes de la culture capillaire africaine n'ont jamais été complètement effacées. Elles ont vécu dans la mémoire, dans les mains, dans les tresses transmises de mère en fille, et sont maintenant revendiquées dans le monde entier. Dans la Grèce antique, où les statues de marbre et les épopées ont façonné l'imagination occidentale, les cheveux n'étaient pas seulement une question de toilettage personnel, c'était une performance publique de vertu, d'intellect et de civilisation. Des boucles serrées des jeunes Athéniens aux mèches flottantes des philosophes, les cheveux aidaient à définir qui tu étais aux yeux des dieux et de tes concitoyens. Commençons par les hommes. Au début, les hommes grecs portaient souvent les cheveux longs attachés avec des rubans ou des bandeaux. Les héros homériques comme Achille et Ulysse sont décrits dans les vers épiques comme ayant des cheveux flottants ou brillants, symbolisant la vitalité, la noblesse et la faveur divine. Pendant ces premières périodes, les cheveux longs étaient masculins et héroïques. Mais à l'époque classique, les choses avaient changé. Une coupe de cheveux bien entretenue, modérément courte, est devenue le nouvel idéal pour les hommes athéniens. La barbe, cependant, est restée. C'était la combinaison de choix pour les philosophes, les hommes d'État et les enseignants. Socrate, Platon et Aristote avaient tous la barbe. La barbe était associée à la sagesse et à la maturité, tandis que le front propre et le visage exposé véhiculaient l'ouverture et la raison. Une longue barbe sans cheveux longs et sauvage suggérait l'intellect plutôt que l'impulsion, la logique plutôt que l'émotion. En revanche, les esclaves et les étrangers étaient parfois forcés de se raser la tête comme une marque de soumission ou d'infériorité. Ainsi, dans une étrange torsion, avoir des cheveux, du moins le bon type, était un privilège politique. Les cheveux des femmes, en revanche, étaient profondément liés à la vertu domestique. En public, les femmes respectables étaient censées porter leurs cheveux relevés et couverts, tressés ou enroulés en chignon. Les cheveux pendants étaient souvent réservés à des rituels spécifiques, en particulier au deuil ou aux pratiques religieuses extatiques comme les cultes dionysiaques,
où les cheveux défaits symbolisaient une rupture avec l'ordre et les normes sociales. Les filles portaient leurs cheveux détachés jusqu'à la puberté, après quoi leur première tresse était souvent coupée et dédiée à Artémis dans le cadre d'un rite de passage. Cet acte symbolisait à la fois la fin de l'enfance et le début de la responsabilité sociétale. Les déesses grecques avaient également des cheveux emblématiques. La coiffure soignée d'Athéna sous un casque de guerre symbolisait la stratégie et la discipline, tandis que les boucles flottantes d'Aphrodite représentaient la sensualité et la beauté divine. Les coiffures aidaient les mortels à s'aligner sur les divinités, empruntant des traits divins en imitant leur forme. Dans la Chine ancienne, les cheveux étaient inséparables de la philosophie morale, du devoir familial et du contrôle impérial. Des chignons lisses des érudits confucéens aux chignons ornés des dames de la cour de la dynastie Tang, chaque mèche avait un but, à la fois esthétique et symbolique. Les cheveux ne devaient pas être altérés à la légère. En fait, les couper étaient souvent considérés comme une grave infraction. Pourquoi? À cause de la piété filiale confucéenne. L'un des principes fondamentaux du confucianisme était que ton corps, cheveux inclus, était un cadeau sacré de tes parents. Le couper, l'endommager ou le changer inutilement était un signe de manque de respect. Cette croyance a imprégné la société chinoise pendant des siècles. Même les criminels étaient confrontés au rasage des cheveux, non seulement comme une punition, mais aussi comme une humiliation rituelle et une séparation spirituelle. Les hommes portaient généralement leurs cheveux longs et les attachaient en chignon. Les érudits, les poètes et les fonctionnaires associaient souvent cela à de longues robes et des chapeaux, signifiant la sagesse, le calme et la loyauté à l'ordre. Voir un homme avec des cheveux lâches ou mal peignés en public était profondément dérangeant, cela impliquait la folie, le deuil ou la rébellion. Pour les femmes, les coiffures dépendaient fortement de l'âge et du statut. Les jeunes filles portaient souvent des chignons jumeaux ou des queues de cheval sur le côté, des styles qui les marquaient comme célibataires. Au moment du mariage, les cheveux d'une femme étaient restylés en un arrangement plus mature et formel, souvent un seul chignon épinglé avec des peignes, des ornements de jade ou des bâtons à cheveux en or. Les dames de la cour et les impératrices pendant la dynastie Tang ont porté les choses à des sommets spectaculaires, littéralement. Leurs cheveux étaient sculptés en arrangements imposants, ornés d'épingles de phénix, de fleurs et de soie. Il y avait aussi de la politique dans les cheveux. Les changements dynastiques ont souvent entraîné des changements forcés d'apparence. Lorsque la dynastie Qing dirigée par les Mandchous a conquis la Chine Ming, ils ont imposé la coiffure queue, le devant de la tête rasée avec le reste tressé en une longue tresse. Ce style était un symbole détesté de soumission à la domination étrangère. De nombreux Chinois en ont résisté, choisissant la mort plutôt que ce qu'ils considéraient comme une trahison de l'identité culturelle. En revanche, les moines taoïstes se rasaient complètement la tête pour rejeter les attachements mondains. Les moines bouddhistes faisaient de même, démontrant leur détachement du royaume matériel et leur acceptation de l'impermanence. Dans l'Inde ancienne, les cheveux n'étaient pas seulement une caractéristique physique, c'était sacré. Ils étaient liés à la pureté rituelle, à l'identité de la caste et au symbolisme spirituel, devenant un puissant moyen de dévotion et de contrôle social. Des dreadlocks torsadés des sages aux têtes rasées des pèlerins, les cheveux dans la culture indienne racontaient des histoires complexes de croyances, de discipline et de transformation. Commençons par les sadhus, des hommes saints itinérants qui ont renoncé à la vie mondaine. Leurs cheveux n'étaient jamais coupés, peignés ou restreints. Au lieu de cela, ils les laissaient pousser en d'épais dreadlocks emmêlés appelés jata. Ces mèches symbolisaient leur pouvoir spirituel et leur détachement des préoccupations matérielles. Plus les cheveux étaient longs et sauvages, plus le message était puissant, cette personne avait transcendé la vanité, la famille et même l'identité. Les sadhus imitaient le seigneur Shiva, le dieu de la destruction et de la méditation, dont les propres jatas étaient censés retenir le puissant fleuve Gange. Pour d'autres, cependant, les têtes rasées étaient le summum de la sainteté. Dans les traditions hindoues, les pèlerins se rasent souvent la tête avant de visiter des sites sacrés, offrant leurs cheveux comme un symbole de reddition et de purification. Les premières coupes de cheveux des enfants, mindants, étaient des rites de passage clés censés nettoyer le mauvais karma des vies antérieures. Les rituels de deuil exigeaient également que les proches masculins se rasent la tête, symbolisant l'humilité et le détachement des attachements mondains. Les cheveux communiquaient également la caste et l'état matrimonial. Les hommes des hautes castes gardaient traditionnellement une seule touffe de cheveux à la couronne, la shika, après avoir rasé le reste de la tête. Ce chignon n'était pas aléatoire, il les marquait comme deux fois nés, faisant partie de la classe sacerdotale ou érudite, et obligés d'accomplir des rites sacrés. Couper la shika sans cause était assimilable à une mort sociale. Les coiffures des femmes étaient tout aussi symboliques. Les filles célibataires portaient généralement leurs cheveux lâchés ou en tresses simples,
tandis que les femmes mariées attachaient leurs cheveux en chignon ou en styles enroulés. Un style bien huilé et soigneusement tressé dénotait la discipline, la beauté et l'honneur de la famille. L'ornementation variait selon la région et la richesse, mais les fleurs de jasmin, les pinces en or et les peignes décoratifs étaient couramment portés lors des festivals et des mariages. Les cheveux étaient également liés au pouvoir érotique. Les textes anciens comme le Kama Sutra décrivent des arrangements de cheveux sensuels, tandis que les sculptures sur des sites de temples comme Khajuraho représentent des femmes avec des cheveux finement coiffés tombant dans leur dos comme de la sculpture liquide. Dans le monde antique, les coiffures ne servaient pas seulement à s'intégrer, elles étaient également utilisées pour se démarquer, résister et se rebeller. Dans de nombreuses sociétés, changer ou rejeter une coiffure dominante est devenu un acte de défi, subtil ou ouvert, contre les normes culturelles, les puissances impériales ou les systèmes oppressifs. Commençons par la Judée sous la domination romaine. Le peuple juif, régi par une loi religieuse stricte, évitait le toilettage élaboré favorisé par les élites romaines. De nombreux hommes juifs refusaient de se raser la barbe ou de se coiffer à la romaine, préservant une identité distincte enracinée dans l'observance spirituelle. Pour eux, les cheveux n'étaient pas une mode, c'était la foi. Et dans un empire obsédé par l'assimilation, cela faisait de leur apparence une forme de protestation silencieuse. Dans l'ancienne Gaule pendant la conquête de Jules César, les Celtes étaient connus pour leurs cheveux sauvages lavés à la chaux, raides et brillants, souvent hérissés en crête de type mohawk. Les écrivains romains y voyaient de la barbarie, mais pour les Gaulois, c'était de la peinture de guerre sous forme folliculaire. La coiffure terrifiait les ennemis et liait les tribus en résistance à l'occupation romaine. Les Parthes, puis les Sassanides, deux grands empires à l'est de Rome, ont également utilisé l'apparence comme une arme. Le roi portait des cheveux longs et bouclés et des barbes épaisses, symbole de l'autorité divine et de la fierté culturelle. Pour les Romains, cela avait l'air exotique et efféminé, pour les Perses, c'était royal et ancestral. Leurs cheveux sont devenus une déclaration, nous ne sommes pas vous. Même dans les sociétés plus contraintes, les cheveux pouvaient être maniés comme une résistance. Les personnes réduites en esclavage dans divers empires, de la Grèce aux Amériques, étaient souvent forcées de se raser la tête pour les dépouiller de leur identité, mais lorsqu'elles le pouvaient, elles utilisaient les cheveux pour préserver la lignée, la mémoire et la rébellion. Les tresses africaines dissimulaient des graines, les perles portaient un sens et les styles recréaient des cartes, des mythes ou des messages secrets. Les femmes aussi se rebellaient avec leurs cheveux. À Sparte, les femmes non mariées portaient leurs cheveux courts en contraste avec les longues mèches des autres femmes grecques, une expression d'indépendance et de préparation à l'activité physique. Les femmes romaines rejetaient occasionnellement les dernières tendances de la cour pour s'aligner sur des idéaux philosophiques tels que le stoïcisme ou le christianisme primitif, adoptant des styles plus simples et modestes. Et lorsque les empereurs tombaient, leur coiffure tombait avec eux. Couper ses cheveux au style impérial pouvait être une déclaration dangereuse mais audacieuse d'allégeance politique ou de dissidence. Dans tous ces cas, les cheveux n'étaient pas seulement un miroir du monde, c'était un outil pour le remodeler. À travers les civilisations anciennes, lorsque les voix étaient réduites au silence ou que les épées étaient tirées, le cuir chevelu devenait une toile de résistance. Une tresse, un buzz, une boucle, cela pouvait crier plus fort que les mots n'osaient le faire.